Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle rétrospective. Je suis avec Théo Rivière. Salut, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Je dirais même plus, je suis chez Théo Rivière. On Incroyable. a ta ludothèque derrière nous, on est dans ton bureau, la pièce où tu streams, et ensemble, on va retracer l'intégralité de tes jeux publiés en 11 ans de carrière. On va les passer dans l'ordre, on va prendre le temps. Il y en aura un peu moins les premières années, et puis le flux des sorties va aller crescendo. On a quoi, une septantaine de jeux à traiter, en Ouais, à peu gros? près, si on fait des petits regroupements, j'ai un fichier et je crois que je suis à 96, En ou un comptant des truc dans le genre, extensions, en etc. comptant extensions et puis des fois des trucs qui sont sortis avec Kaedama qui sont un peu plus confidentiels. On a du pain sur la planche. Cette rétrospective va évidemment être en plusieurs parties. On est parti. On est parti. Alors Théo, ton parcours en tant qu'auteur, il débute avec ton premier jeu édité en 2014, mais avant ça, on va parler un petit peu de ton parcours dans le monde du jeu. Je sais que tu as un premier contact dans un club d'échecs, à l'école notamment, où tu es très vite saoulé, Ouais. tu trouves ça très vite un peu chiant, et puis le vrai truc qui va te faire mordre à l'hameçon, c'est les jeux de cartes à collectionner. Ouais, Un club légende des 5 anneaux, et puis après la découverte de Magic, qui va aspirer tout ton temps au lycée. clairement. Même déjà dès le collège, Magic, c'est un truc qui prend une place assez importante. Avec cette anecdote que je raconte souvent, que j'aime beaucoup, qui est ma mère allait nous chercher avec tous mes potes collégiens. On montait dans la voiture, elle nous déposait un tournoi à une demi-heure de la campagne où j'ai grandi. Puis elle revenait nous chercher le soir. Mais c'est clair que Magic, ça devient le jeu de ma vie et un truc sur lequel je passe un temps considérable. Mais dès le lycée, il y a déjà un peu une transition vers le jeu de société avec des grands classiques de cette époque, les Loups-Garous, Elixir, Bang, tous ces jeux-là. En partie parce que Magic c'est très cool, mais bah, c'est un jeu qui se joue à deux. Il n'y a pas encore trop les variantes Commander qui sont bien pour jouer à 4. Et donc bah, on a envie de jouer à plein à l'internat. Et donc je commence à ce moment-là à jouer à des trucs plus classiques, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais des jeux de société. Plus grand public en Plus tout grand cas. public, ouais, tout à fait. Est-ce que les joueurs de Magic acceptent de jouer à ces jeux-là? Moi, Elixir, ça a été un jeu qui m'a fait tomber dans le jeu de société moderne aussi, mais quand je le regarde avec le recul, c'est quand même très bête et méchant. C'est pas très compatible avec Magic, quoi. Ouais, je sais pas, il y a ce truc un peu bizarre de. On a cette espèce de mélange, on fait beaucoup de JDR à ce moment-là aussi, et puis plutôt du JDR, je veux dire sérieux, c'est pas si sérieux, mais avec des gros univers, je pense à Warhammer ou à Vampire la Mascarade. Et à ce moment-là, ouais, je sais pas, Elixir ou Bang, il y a ce côté de. C'est ok pour nous de jouer à ça, et puis on aime bien d'un coup se dire, ok, c'est des jeux où on va rigoler plutôt que C'est réfléchir. ça, se détendre. Et d'un coup, notamment moi j'ai été à l'internat, d'un coup tu sors un loup-garou, on peut jouer à 12, c'est Ouais. parti, c'est fédérateur de ouf, donc il y a quand même ce plaisir de jouer et de se retrouver autour d'une table à plein. Après, tu vas même continuer à t'investir dans Magic en tant qu'arbitre. Ouais, C'était rémunéré en booster ouais, tout à fait. à l'époque. Et est-ce que tu penses que cette rigueur, donc ce fait de bouffer des gros bouquins de règles, etc., est-ce que tu penses que ça rejaillit dans ton game design aujourd'hui, qu'il y a des trucs que tu as appris à ces moments-là que tu utilises encore en tant qu'auteur? Ouais, c'est marrant parce que j'en discutais il y a pas longtemps avec Anouk d'Acacia, je crois un peu, notamment moi j'aime beaucoup la structure. J'aime pas, tu vois, dans un jeu, quand il y a un truc et on te dit, bah cet effet tu t'en sers quand tu veux. Ok, mais quand je veux, entre deux actions, au début de mon tour, à la fin de mon tour, il y a une espèce La de pile, truc. comment elle Ouais, fonctionne? c'est ça, il y a un peu ce truc-là. Et donc des fois je me force à une certaine forme de lâcher prise, mais j'aime bien quand les choses sont un peu carrées à ce niveau-là. Pas tant en termes de jeu, je cherche pas forcément à faire des jeux très complexes, mais au moins que la structure de jeu, elle soit vraiment nickel, nickel. Et ça m'a donné une passion que j'ai toujours pour. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup, mais les jeux de cartes à combo, les jeux avec du texte, avec plein d'effets qui rebondissent dans tous les sens, ça, c'est des trucs que j'adore en tant que joueur et que j'essaye d'insuffler parfois dans mes jeux sans forcément trop y arriver. Tu vas aussi participer à des tests chez Libellude. Ça Ouais, va être ton premier contact avec le monde pro du jeu de société, tout à fait. je dirais. Autour de 2012, Régis Bonnecet est en train de tester Seasons, Ouais. qui là pour le coup est complètement un jeu qui a une filiation avec Magic, avec, comme tu le disais, tous ces effets, tout ce texte, etc. Quel regard tu as sur Seasons à ce moment-là? Tu fais un parallèle avec Magic, tu te dis, waouh, on peut faire du jeu de société qui a aussi des effets, une profondeur comme Magic. Ouais, clairement, il y a de ça. En même temps, Régis s'en cache pas trop et quand je le rencontre et quand il nous présente le jeu, il y a un peu un côté de je suis un gros fan de Magic, vas-y, j'ai envie de faire un jeu qui reprend un peu la vibe.
C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai été président d'une association de Magic à Poitiers, dont il y a eu 3 ou 4 présidents, dont Régis qui était là pendant une année. Donc c'était marrant de se dire, ah tiens, on se retrouve un peu derrière dans le jeu de société. Et il y a une vibe Magic très très forte. Et moi à l'époque, je me souviens que je suis estomaqué par le truc, quoi. Il y a vraiment un côté de, ok, le jeu de société contemporain, ça peut être ça. En parallèle, je découvre plein de trucs, mais Season, c'est un des premiers où je me dis, waouh, il y a tellement d'effets, hein. Je pourrais jouer à ça toute ma vie, quoi. En pratique, j'ai joué à plein d'autres choses après, mais je continue à y revenir d'ailleurs ponctuellement. Et il y a ce côté de, waouh, le jeu, il peut s'étendre et en faire un truc extraordinaire. Oui, c'est Et un jeu qui va avoir des extensions par en après, plus, ouais. etc. Mais déjà, même en lui-même, il y a tellement d'effets, tellement de combos, tellement de trucs que je me dis, ouais, c'est titanesque tout ce qu'on peut faire avec juste des cartes et du matos. Et l'autre souvenir que j'ai très précisément, c'est je pars en vacances avec des copains cet été-là et des copines. Et Régis me dit, ah bah si tu veux, je te laisse un proto, quoi. Et vraiment, à cette époque, je me rends compte aujourd'hui que c'est un truc qu'on fait quand même régulièrement avec les copains et les copines, de filer des protos, des jeux qui vont sortir. Mais il y avait un truc de, oh, je me sens vraiment comme un espèce de privilégié incroyable. Je le ramène à l'île d'Oléron et on joue à Seasons beaucoup pendant les vacances avec les copains-copines. Il y a vraiment un truc de se dire, oh, quelle chance j'ai eu que Régis me fasse confiance, quoi. Ouais, les gens te disent ce jeu il est génial, où est-ce qu'on peut l'acheter? Eh, il y a que moi qui ai le Et proto. non, clairement. À ce moment-là, tu vas rencontrer aussi Benoît Forget, Ouais. qui est en train de monter Purple Brain à ce moment-là, qui aujourd'hui est à la tête de Spaceco. Ouais. Ça va être ta première relation assez proche, je crois, vous sympathisez hein, dans le monde du jeu. Et quelques années plus tard, sur une pause midi au Micromania de Poitiers, C'est vrai. après avoir joué avec un pote au Mahjong, tu vas designer, pas ton premier proto, mais en tout cas le premier proto qui va devenir un jeu édité. Et on arrive en 2014. En 2014, va sortir ton premier jeu édité, Shinobi Wata, un jeu inspiré du Mahjong, donc, et aussi de la mécanique du Rami, Ouais. cette idée de piocher et défausser. Je crois que tu gardes une certaine affection pour ce jeu avec le recul, même si peut-être une des erreurs que vous avez faites à l'époque avec Benoît Forget, à qui tu pitches le jeu et qui va le signer pour Yellow, c'est qu'il était un peu surédité. Ça aurait pu être un petit jeu de cartes, un petit jeu de tuiles, et vous l'avez sorti dans une boîte à la King of Tokyo, etc. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, la norme est plutôt à l'inverse. On propose des trucs avec beaucoup de matos, et puis les maisons d'édition nous disent ça serait bien de réduire un peu pour que ça soit un peu moins cher. Là, à l'époque, j'arrive avec Shinobi, qui est donc que un jeu de cartes. Il doit y en avoir, je sais pas, même pas une centaine, donc vraiment, ça aurait pu tenir dans une toute petite boîte. Et avec Benoît, on discute de la typologie de produits. Moi, je suis un bébé, etc. Mais j'écoute beaucoup Benoît, qui est un mec hyper intelligent et passionnant, déjà à l'époque. Et à un moment, on se dit, quand même, en termes d'expérience de jeu, on n'est pas si loin de King of Tokyo et Smash Up. Qui sont les gros succès de Yellow à ce moment-là. C'est ça. Et Purple Brain donc était distribué par Yellow. Vas-y, on fait une suite de collections et on le sort dans cette gamme-là. Problème, c'est que des cartes. Et donc on décide de développer un mode un peu avancé qui s'appelle le mode grand maître dans la boîte, avec un espèce de petit jeu de déduction, placement d'ouvriers avec des jetons qui a pas mal d'intérêt, mais aussi beaucoup de défauts. Je crois plus de défauts que d'intérêt quand même. Et donc on surélève le jeu pour en faire un truc un peu plus grand, ce qui a posteriori, je ne sais pas si le jeu aurait marché dans une petite boîte, mais a donné le sentiment aux joueurs et aux joueuses que le jeu allait être plus complexe que ce qu'il était, plus profond que ce qu'il était aussi quand même. Et donc dans les retours critiques, c'est ce qui revenait le plus. À raison, 10 ans plus tard, je pense qu'on aurait dû en faire une petite boîte. Oui, il y a ce truc de, il y a deux jeux dans le jeu, c'est lequel le vrai jeu, on ne sait pas par quelle boule prendre, ce qui, en termes éditorial, est parfois, typiquement une erreur de jeunesse, quoi. Ouais. Aujourd'hui, soit tu fais le petit jeu, soit tu fais le gros jeu, tu ferais jamais cet entre-deux. Non, clairement. Et même c'est un truc que je redoute et que je déteste assez ardemment maintenant, les jeux avec plein de variantes, même quand elles sont plus légères et mieux intégrées que ce qui était le cas dans Shinobi. Mais quand j'arrive et qu'on me dit « Ok, il y a un mode compétitif, un mode coopératif, un mode par équipe », je suis genre « Je m'en fiche, c'est quoi la bonne manière de jouer, quoi ?» Et donc oui, clairement, plein d'erreurs sur ça. Quand tu fais le proto, tu bosses pas du tout dans le monde du jeu, hein, tu as un petit boulot chez Micromania, on le disait, mais entre-temps, tu vas arriver chez Yellow. Ouais. Ils vont apprécier ton expérience d'arbitre de Magic. Les deux patrons étaient eux-mêmes des grands fans de Magic et ça leur a un peu tapé dans l'œil. Et ils vont créer pour toi un poste sur mesure avec 3 casquettes, gestion du SAV, gestion des événements et gestion de projet. Tu vas faire de la direction artistique sur Aramini Circus, sur tout là-haut, donc les petits jeux, les minigames, ils appellent ça chez Yellow. En parallèle, il y a ton jeu qui est édité. Comment ça se passe? C'est quoi
ton regard, tu signes un jeu sans être dans le monde du jeu, puis entre-temps, tu es recruté. Ouais, je pense que ça a fait partie des choses qui m'ont aidé à être recruté. Mais donc vraiment, moi, à cette époque-là, je suis en train de changer mes études et j'envisage de bosser dans le monde du jeu. Vraiment, il y a ce truc de... j'ai rencontré Libellus, j'ai vu Benoît, j'ai vu Paul, j'ai vu Régis, des gens formidables. Je me dis, ouais, je veux faire comme eux quand je serai grand, ça va être super. Et en parallèle, avec beaucoup de chance, Shinobi part dans le parcours éditorial, donc édité par Benoît qui bossait chez Libellud à l'époque, mais qui lançait Purple Brain. Et j'apprends par la suite que Purple Brain va être édité par Yellow. Et donc ça m'aide, moi, mine de rien, à être recruté, puisque quand j'arrive, il y a effectivement cette expérience de Magic qui m'aide sur les événements. Et puis j'ai une toute petite ligne dans mon CV de je suis en train d'éditer mon premier jeu, je vois un peu comment ça marche la distrib, etc. Donc je pense que tout ça me porte un peu. Et comme c'est distribué par Yellow, mais pas édité directement par Yellow, quand ça arrive, il y a quand même une forme de détachement. Il y a un truc de oui, c'est Benoît qui sort ça, on va regarder. Le jeu démarre plutôt pas mal, même si après il s'est écroulé au fur et à mesure même assez rapidement. Mais Tu le te souviens, démarrage c'était était pas un nul. tirage classique à 3000 ou Je un crois peu que plus? de mémoire, on a dû en vendre entre 7 et 8 000 dans le monde. Donc ouais, ça devait être 3 ou 4 000 pour la France. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui était un tirage Honorable, raisonnable à oui. l'époque. Ça a un peu évolué depuis, mais à l'époque, il n'y avait pas une grosse prise de risque, mais il y avait quand même un truc pour... c'était le deuxième jeu de Purple Brain, il y avait un truc quand même de OK, on y croit. Puis on a plutôt bien fait puisque ce tirage a été écoulé même si on n'a pas eu un deuxième. Et je sais même qu'à une époque, on discute de faire une extension parce que ça démarre bien, je fais un peu des concepts, on bosse dessus. Puis au final, on ne la fait pas à raison et de manière logique, mais ce qui me permet, moi, d'avoir vraiment ce côté de la sortie arrive et je suis en interne, et donc je peux kiffer un peu plus la sortie parce que je la vois directement, notamment sur les events, comme je gérais ça pour Yellow. Je pense à mon premier festival du jeu de Cannes où Nayad fait des dédicaces, je fais un peu de dédicaces aussi, même si fondamentalement il n'y avait pas grand monde pour moi et plein de monde pour Nayad. Il y a des tables de démo, on présente le jeu, etc. Donc Et il y a un donc truc oui, très tu excitant. vois Quoi. ton propre jeu en train d'être joué, Ouais. mais t'es là en tant qu'animateur. Enfin, c'est particulier cette. Ouais, clairement, mais c'est comme j'ai pas d'autres modèles en tête et que c'est ma première fois. Il y a Ça un te paraît truc de normal. puis ça, tu vois, ça coule assez naturellement. J'ai déjà un peu un truc de, j'ai été éduqué plutôt à une forme de respect des autres et d'intégrité sur ces questions-là. Donc je me dis pas, ouais, je vais mettre mon jeu en avant pour qu'il marche mieux. Donc il a son nombre de tables classiques et normales. Les animateurs et animatrices l'expliquent comme les autres jeux. Il y a des critiques qui arrivent, des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Non, c'est étonnamment assez facile au final. En 2015, tu vas pas sortir de jeu à proprement parler, mais tu vas continuer à bosser dans le monde du jeu. Le service après-vente chez Yellow, t'aimes pas beaucoup ça. Pas trop, non. Et tu vas être approché à un moment par Yoka Baitsume, Ouais. qui à la base est un éditeur qui fait de la figurine en fait et qui cherche à faire des jeux à licence. Et ils sont basés au Luxembourg. Donc tu vas faire des trajets de 2h30 qui vont être interminables. Ça va être une grande souffrance pour toi, même si tu as envie de continuer dans le monde du jeu. Tu vas poser les bases de quelques jeux, un jeu One Punch Man notamment. Tu vas essayer d'avoir du télétravail pour réduire un peu ces trajets interminables. Tu vas pas rester très longtemps là-bas. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette époque? Est-ce que ça t'a appris des choses en tant qu'auteur ou sur la gestion de projet? Ce qui était intéressant, c'est que c'était la première fois que je me frottais à des jeux à licence. Ce qui a été, on y reviendra, mais ce qu'on fait beaucoup maintenant avec la team Kaedama. Et donc je découvre un peu les guidelines, la manière de bosser avec les licenciés, réfléchir à tout ça. Je regarde aussi des souvenirs assez joyeux parce que c'était une belle équipe et c'était assez rigolo. Mais effectivement, le truc au sommet, c'est tout ce train, tous ces trucs, le transport, c'était vraiment complexe. Des collègues aussi qui sont pas familiers avec le monde du jeu, Ouais, clairement. ce qui peut être une bonne chose pour avoir d'autres regards, et en même temps, il y a moins ce partage de la passion. Ouais. Oui, j'avais pas ce côté, vas-y, c'est la pause déj, on va jouer à plein de trucs et c'est parti que j'ai pu découvrir avant et après. Là, il y avait ce côté de chacun fait un peu son truc, chacun chacune, je découvre un peu leur boulot, c'est chouette, mais clairement, même si j'étais bien traité, la boîte était super sur plein d'aspects, avec le recul, c'est sûr que je serais pas resté longtemps quoi qu'il arrive. Quoi. Et toujours en 2015, tu vas arriver chez Repos Productions. Ouais. Mon titre officiel, c'est assistant éditorial, Ouais. Ce qui ressemble beaucoup à la gestion de projet que j'ai pu faire chez Yellow, où la dernière année sur deux, donc la deuxième et dernière année, j'ai pratiquement fait que ça, qui était trouver des protos, donc la partie un peu sourcing, et puis après vraiment faire le développement mécanique, etc. C'est ça. Ton premier projet, ça va être Seven Wonders Duel Panthéon. Juste avant, il y a, mais qui est passé un peu moins, qui a fait un peu moins de bruit, mais il y a la deuxième extension de Cash & Gun qui s'appelle Team Spirit,
sur lequel j'arrive un peu à la fin du dev, mais je finis le dev avec Ludovic, et après je passe la main au directeur artistique et au graphiste. Donc en fait, c'est comme ça que tu vas avoir tes premiers vrais contacts professionnels, en tout cas avec Ludovic Maublanc, et puis Bruno Catala et Antoine Boza Ouais. avec Seven Wonders Duel Panthéon. Et puis tu vas faire des trucs un peu moins fun autour de Time's Up, notamment. Tu vas faire un Time's Up FIFA. Ouais, c'est mon dernier projet, le Time's Up, Ouais. fédération officielle de foot, où on pouvait pas mettre de nom propre, donc il n'y a que des termes techniques de football, sachant que moi j'y connais vraiment rien du tout, c'était un calvaire. En marge de ces projets que tu gères chez Repos Productions, bah, tu continues quand même à vouloir être auteur de jeu. Ouais. Et en 2016 va arriver ton deuxième jeu, toujours chez Yellow, Sea of Clouds. Tu l'as présenté de manière anonyme. Tu Ouais. voulais pas bénéficier d'un passe-droit du fait que tu étais connu. Ouais, je suis toujours chez Yellow à ce moment-là, donc vraiment Ouais. mon inquiétude c'est de se dire, ok, bah, les collègues, notamment dans le processus éditorial, à un moment on va le montrer aux commerciaux qui vont dire, ah nous on y voit un potentiel commercial ou pas, et j'ai vraiment peur parce que je m'entends bien avec cette équipe-là que il y a quand même un petit truc un peu de oui, faut peut-être pas forcément le faire, mais nous on t'aime bien, donc vas-y, on va te demander de le faire quand même, quoi. Et donc je le propose effectivement en disant, bah, dans le processus habituel de, bah, j'ai un proto à vous faire tester, nous on aime bien avec l'équipe de gestion de projet, ce qui était le cas, on a plutôt envie de le faire, mais on a besoin d'avoir votre avis. Et dans ce processus-là, en fait, on dit jamais c'est un jeu de machin ou de bidule parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais pas encore plus mettre en avant c'est un de mes jeux. Donc vas-y, on s'installe, on joue et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. C'est un jeu qui est inspiré du Draft Cube de Magic. Ouais, tout à fait, d'une des Donc variantes. un jeu où on pioche des cartes et puis on en garde une pour soi, on les met sur des piles. Ouais, il y a 3 piles qui sont face cachée. De gauche à droite, on regarde la première, soit on la prend, soit on la repose et on remet la première carte de la pioche dessus. Soit on regarde la deuxième, puis la troisième, et on peut prendre la première carte de la pioche si vraiment on n'a rien vu qui nous plaisait. C'est ça, j'y ai joué, mais ça fait quelques années déjà. Mais il y a un Ça côté, datait, ouais. il y a un côté stop ou encore, où Ouais. est-ce que je prends maintenant, ou est-ce que j'améliore le paquet, quitte à ce que quelqu'un prenne les cartes avant moi finalement, etc. On retrouve un peu, toute proportion gardée, mais un côté un peu magique, de cartes à effet, de cartes pour s'attaquer, Ouais. etc. Au-delà du système de draft, je veux dire, il y a un truc, donc on a un équipage de pirates dans le ciel, et le côté piraterie, il va aussi avec un côté se tirer dans les pattes, quoi. Ouais, il y a un peu de méchanceté. Ouais. À la Libertalia de Paolo Mori, qui sort un peu avant, bah, il y a ce côté, vraiment, on peut se faire des crasses. C'est aussi vachement inspiré par Seven Wonders quand je regarde. Il y a des typologies de cartes très précises, ce qui est assez nécessaire notamment parce que le dos de carte est indiqué quelle typologie de carte il y a. Ce qui fait que quand on a cette petite méca, on peut se dire mais la carte d'après c'est une carte jaune qui sont les cartes de Rome qui sont de la collection. Ah, j'ai envie d'y aller parce que je veux voir si elle est bien ou pas. Et les cartes sont volontairement très déséquilibrées. Il y a des super cartes et des cartes pas terribles pour que de manière situationnelle tu puisses te dire bah, je veux regarder ça ou pas, mais je le garde pas, il y a des vrais dilemmes sur ça. Et quand on regarde, il y a des pirates qui sont une espèce de méca de majorité, pas avec ton voisin de gauche et droite, mais pas loin. Il y a de la collection comme la science dans Seven Wonders. Il y a des cartes qui donnent des points directs comme dans Seven Wonders. Clairement, il y a un truc de... Je pense que sans Seven, je fais pas le jeu de cette manière-là, très très clairement. C'est un jeu auquel j'avais joué à l'époque et qui m'avait bien plu pour ce côté social. Il se passe quelque chose, quoi, avec ces piles de cartes, on a envie d'aller voir. Je me souviens aussi que quand, je crois que la pile, elle est capée à 3 cartes, mais après, on va continuer à mettre des pièces dessus, qui sont des points de victoire, donc ça va devenir vraiment de plus en plus juteux jusqu'à ce que quelqu'un craque, parce qu'il y a des cartes aussi négatives, mais il y a ce truc de, bon allez, vas-y, la pile, elle vaut 5 points, tant pis, je prends cette carte nulle. Et dans mon souvenir, moi, j'avais plutôt bien aimé. C'est un jeu qui va pas mal fonctionner. Hein, ouais, ça va jamais exploser, donc là, les ventes sont, tu vois, le total vendu est pas démentiel, mais c'est un jeu qui continue à se vendre, même là, presque 10 ans plus tard. J'ai un relevé, les ventes sont pas exceptionnelles, mais je pense que Yellow doit faire un tirage tous les 2 ans, peut-être, et ça continue de vivre sa petite vie. C'est déjà pas mal, hein, un jeu de 2016 qui est encore là aujourd'hui, c'est rare, quoi. Alors je sais pas pendant encore combien de temps, mais... Et là aussi, il y a de la même manière que Shinobi, c'est rigolo, parce qu'à un moment, on m'a proposé de faire une extension que j'ai faite, pour le coup, et que Yellow a choisi de ne pas éditer a posteriori, parce que ça arrivait un peu tard, le jeu était déjà plutôt sur un rythme de croisière un peu lent, et j'ai essayé de la re-regarder il y a pas longtemps. J'ai un copain qui m'a dit « Ah, j'adore Sea of Clouds et tout, faudrait plus de trucs. » J'ai dit « Bouge pas, j'ai une extension. » J'ai fouillé dans les archives de mon PC, je les ai retrouvés.
impossible de savoir comment on y joue, quoi. Donc vraiment, il y a un truc de... Ok, il y a des pouvoirs pour les capitaines, qui était un des trucs qui nous avait été un peu reproché. Il y a ces boards qui ressemblent d'ailleurs au plateau de Seven Wonders, là encore, mais qui sert à rien si ce n'est à ranger l'espace de jeu. Donc j'avais designé des petits pouvoirs pour faire de la symétrie. Puis plein de petits trucs, mais vraiment en regardant, aucune idée de comment ça marche. T'étais moins méthodique à l'époque et t'écrivais pas toujours le fichier de règles. Ouais, je suis toujours pas très méthodique, mais... Est-ce qu'il y a un vrai enjeu, hein. Écrire les règles à un moment, Ouais. c'est chiant, t'as pas Ouais. envie de le faire, mais sinon, même quelques mois après, tu sais plus comment il se joue, Ouais, le truc. tu oublies complètement. Clairement, moi, c'est un truc sur lequel je suis pas très bon, alors que c'est nécessaire. Et un exemple qui est bien sur ça, c'est Bruno Feduti, qui lui, c'est le premier truc qu'il fait. C'est-à-dire que dès qu'on a discuté, qu'on a fait un brainstorm, etc., qui a un peu des bases de jeu, il rédige des règles, quitte à en faire 50 versions parce que ça a bougé, mais il y a toujours les règles avant même de faire le proto. C'est assez impressionnant. J'aimerais bien réussir à sortir de la flemme de le faire, parce que je te rejoins, c'est un exercice que j'aime pas trop faire, et le faire un peu plus rapidement dans le process. On arrive en 2017. Ouais. 2017, t'es toujours chez RepoProd, mais tu vas quitter petit à petit, hein. On l'a dit, il y a ce projet un peu coup de grâce qui est le Time's Up FIFA. Et puis surtout, tu vas lancer Kaedama Ouais. avec Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Antoine Boza, Ouais. dans l'idée de faire des projets de commande. Donc, tu disais, travailler pour des licenciés et vraiment faire du game design avec un cahier des charges très clair et pouvoir parvenir à faire des jeux qui sont à licence, qui ont un thème fort, qui vont attirer des masses de par leur IP, mais qui sont tout de même de qualité. C'est un peu ça l'idée du projet. Ouais, c'est ce on n'a pas la prétention de dire que ça marche toujours, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Pas mal inspiré par, je pense, un des parangons de ça, c'est Battlestar Galactica, où moi je découvre le jeu, je connais pas la licence, ça ne m'intéresse pas, et puis en jouant je me dis, waouh, en fait le jeu est formidable, je suis intéressé par la licence maintenant, et de se dire, ok, c'est pas parce que le jeu va reposer sur un univers déjà existant qu'il faut faire un Uno Naruto ou une bonne paye One Piece, quoi. Et donc on arrive un peu avec ce constat-là, sachant que Antoine et Ludovic l'ont déjà un peu fait avec l'Attaque des Titans, qui sont sortis chez Don't Panic Games, qui est un peu avant Kaedama, où ils ont vraiment ce truc de se dire, et c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup sur plein d'aspects, de ok, nous on veut bien faire un jeu dans cette licence, déjà il faut qu'on la découvre un peu et qu'on la connaisse, et de deux, on va faire un truc qui représente bien l'univers et qui nous plaise. Et donc c'est un peu notre leitmotiv, effectivement, de se dire, si on fait un jeu avec une licence, il faut qu'on l'aime bien, qu'on s'inspire de l'univers, et qu'on fasse pas juste un reskin d'un truc en se disant c'est parti, on fait un truc à l'arrache, quoi. Tu te souviens de quel va être votre premier projet en tant que Team Kaedama? Le premier, c'est un truc qui n'est pas arrivé, on a fait la traduction et le regame design d'un jeu de lettres américain qui s'appelle Letter Tycoon, qui est un espèce de jeu de lettres où on va gagner de l'argent en faisant des mots et on va pouvoir mettre des brevets sur certaines lettres. Donc j'ai mis un brevet sur le L, ça m'a coûté un peu cher mais pas tant. Puis toi, à chaque fois que tu utilises un L pour faire un mot, je vais encaisser aussi un peu Façon d'argent. Monopoly, ouais, Ouais, ok. clairement, un espèce de Scrabble Monopoly, vraiment très sympa. Et ils nous contactent parce qu'eux, ils veulent faire une version française, qui au final n'est jamais sortie. Et au-delà de la traduction des règles qu'on avait faite alors que c'était pas du tout notre taf, il y a un peu une dimension de se dire, bah, en anglais, le W est important alors qu'en français, ça va pas être le cas. Donc rebalancer un peu toutes les lettres, refaire le truc. Tester pour voir quelles lettres C'est ça. sont les plus importantes, Et etc. il y avait une dimension de eux, sur chaque lettre, il y avait un bâtiment en arrière-plan avec, dont la première lettre était la lettre en question. Et donc nous, on a eu accès à toutes les images, on s'est dit, ok, bon, cette factory là, c'est clairement une usine, donc on va le mettre sur le U, mais sur le U, on avait université. Ok, comment est-ce qu'on reprend cette université? Donc on avait rebalancé un peu tous les bâtiments pour pas faire de nouveaux dessins. Ok, donc c'est presque plus de l'édition que Ouais. du game design, en Clairement, fait. c'était un peu entre tout ça. Puis en 2017, tu vas aussi avoir Sticky Caméléon C'est vrai. qui sort. Un jeu dont le co-auteur est le patron de Yellow, un Tout des à deux fait. patrons de Yellow, Cédric C'est vrai. Barbet. Tout à fait. Je crois qu'il est crédité en tant que co-auteur pour le côté matériel de la chose. Ouais, C'est un jeu avec des langues collantes. Ouais, complètement foufou. En fait, à l'époque, chez Yellow, on décide, et on l'a pas fait d'ailleurs, personne l'a trop fait depuis, et de se dire que plutôt que chercher des protos ad nauseam et de jamais trouver un truc qui nous plaît, on va faire des commandes un peu molles à des auteurs et autrices qu'on aime bien, en se disant on va faire une liste de trucs qui nous intéressent, on va les proposer un peu à un pool d'auteurs et autrices, en leur disant bah, si toi tu as un truc qui rentre dans cette case-là, ça nous intéresse. Et donc on doit faire une réunion avec, donc à l'époque, Gabriel Durnerin, Ludovic Papaïs et Cédric Barbet chez Yellow,
Et chacun, on liste un peu des mechas qui nous plaisent. Puis on arrive et puis on a tous un petit doc dans lequel on a 3-4 idées. Et Cédric arrive avec un espèce de doc dans lequel il y a 50 trucs, avec plein d'idées diverses, des trucs vraiment pas terribles et pas possibles, à des trucs vraiment malins, où je sais pas s'il y en a d'autres qui vont aboutir un jour, mais vraiment des très bonnes idées. Et notamment, il y a faire un jeu avec des mains collantes. Et moi, je regarde le truc et je dis, ah ouais, bah, ça, si vous voulez, moi, je fais un peu de game design, ça me donne envie, je m'en occupe et je vais le faire, quoi. Et donc, je bosse sur le proto, je fais plusieurs itérations, je galère un peu, comme d'habitude, et encore plus à l'époque, je passe par plein de chemins très compliqués, de trucs qui marchent pas, avec des sabliers cachés sous des gobelets, enfin. Bref, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, jusqu'à ce que j'arrive à la version actuelle, qui est très 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 simple, avec le thème aussi qui était pas là. Et au moment de la signature, Cédric évoque le fait que bah, l'idée principale vient de lui, et donc ça lui semblerait plus honnête et plus satisfaisant pour lui d'être crédité au moins sur une idée originale d'eux, et donc qu'il soit co-auteur. Ce qui est bizarre en termes de processus éditorial, c'est pas rare que les maisons d'édition arrivent, proposent une idée, et puis bah, les auteurs et autrices l'embrassent. Là, il y a un truc c'est assez inhabituel, et en même temps, quand je regarde, si jamais on était exactement dans la même situation avec n'importe qui d'autre, évidemment, ça serait ok, quoi. Si on arrive et toi tu me dis, ouais, j'ai une idée, il faut faire un jeu avec des mains collantes, puis moi je le bricole et puis j'arrive à un truc, évidemment que t'es mon co-auteur, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Oui, c'est juste, je m'investirais probablement un peu plus dans le proto, Oui. quoi. Mais bon, lui ayant d'autres tâches, il C'est subit ça, et ça de puis loin. c'est allé assez vite, et puis il y avait un truc de... Ouais, je pense qu'il n'était pas spécialement intéressé par s'impliquer dans le game design, et donc on est arrivé sur cette espèce de mélange-là, un peu sur une idée d'eux, développée par. Ok. Ce qui est, encore une fois, un peu inhabituel, mais pas désagréable dans l'absolu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Ah, J'ai pas mal joué avec ma fille, c'est très rigolo. Vraiment, et alors là c'est très bordélique sur un petit peu oui, où s'arrêtent les trucs, donc on va lancer 2 dés, ça va nous donner une combinaison d'un insecte et d'une couleur, ouais. et libellule jaune, bim, on va balancer nos langues collantes pour essayer de choper la libellule jaune. Il y a aussi des guêpes qui vont faire annuler notre coup, même si on a réussi à avoir l'insecte. Alors moi j'aime bien le jouer même si le truc tombe par terre, etc., on continue, Ah ouais, quoi. c'est comme ça qu'il faut jouer, je crois, hein. Et Moi, j'ai toujours joué comme ça. c'est hilarant. J'ai eu beaucoup Trop bien. de fou rire avec ça, et même entre adultes, c'est complètement débile, mais ça marche, quoi. Ouais, j'ai des souvenirs fous, notamment à Étourvie, qui est la semaine jeu organisée par Bruno Fedouti. On avait joué avec Martin Wittberg et Cédric Lefebvre. Et j'ai une photo quelque part dans mon téléphone où ils sont par terre en train de se rouler et de se battre avec leur langue collante. Et c'est vrai que ça amène tout de suite un truc que j'avais pas imaginé à ce point-là, comme c'est fun et comme c'est régressif, bah, très vite ça met un espèce de mood autour de la table où c'est n'importe quoi, ce qui est un peu ce qu'on voulait, donc je suis content quand ça fonctionne. Et en 2021, il y aura Sticky Cthulhu C'est vrai, qui va commencer comme une blague, tout à un fait. poisson d'avril, Ouais, et puis au final, vous dites, on va vraiment le faire, parce que Cthulhu est dans le domaine public, et que donc, ouais, c'est pourquoi pas. exactement ça. C'est Yellow décide de faire cette espèce de poisson d'avril, de coucou, cette année, notre nouvelle sortie c'est Sticky Cthulhu, la version un peu plus pour adultes de Sticky Chameleon avec des tentacules et des grands anciens. On en parle avec Yellow, ils disent ouais quand même c'est fandard, vas-y l'année prochaine on le fait pour de vrai, et donc on fait le développement. Moi je suis ok pour faire la version, j'ai envie d'amener un petit truc de plus, donc de mémoire il y a des petites contraintes qu'on peut gagner en fonction d'eux. Et donc on travaille dessus. Rémi Turner, l'illustrateur, d'un coup sort des petits animaux et des insectes mignons pour faire des grands anciens, quand même un peu mignons. Et l'année d'après ça ressort pour le 1er avril, avec une dimension où on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais je me souviens que Vincent, le chef des commerciaux chez Yellow, était genre faut qu'on fasse la blague jusqu'au bout, donc vas-y, on le met dans les boutiques, mais moi je dis pas ce que c'est aux boutiques. Je les appelle et je leur dis allez, prenez-moi ça, je vous en mets 6. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous serez pas déçus. Quand vous l'ouvrirez le 1er avril, ça sera super. Évidemment, aucune boutique veut faire ça, donc elles le savent à l'avance, on annonce le jeu, etc. Et donc ça sort plus classiquement en boutique. Je crois que ça a un peu moins fonctionné, Oui. hein. Il y a des limites à la blague, mais moi je l'ai récupéré en déstockage. Trop bien. J'ai pas encore essayé. Je sais pas si t'as vraiment envie d'avoir des pouvoirs spéciaux et tout Non. quand tu joues à Sticky Caméléon, mais il y a un côté aussi remplacement du matériel, parce Ouais. que les langues collantes, au bout d'un moment, elles s'usent un Elles petit peu. finissent par vieillir un peu, effectivement. Donc, Là, les tentacules sont hyper rigolos en plus, il y a un truc la matière est assez marrante. Clairement, on s'attendait pas à un gros succès, c'était vraiment, on se faisait plaisir et c'était un peu la blague. Et à l'échelle d'une blague, ça a marché correctement. Mais oui, Sticky pendant longtemps a été ma meilleure vente, ça a oui, assez Sticky bien marché. Caméléon, il s'est super bien vendu, lui. Et, Pour le coup. et Sticky Cthulhu était, ouais, et pas dans mes meilleures ventes de manière très très notable. Mais vraiment, on s'est bien marré jusqu'au bout. Et puis il y avait un truc hyper gamme, notamment dans l'univers graphique, de se dire,
vas-y, on fait un jeu Cthulhu, mais il est quand même un peu mignon, un peu rigolo à la fin, ce qui est pas souvent le cas. On arrive en 2018 et il y a eu Kaedama, donc vous Ouais. êtes officiellement rapprochés avec Corentin Lebrun, Antoine Boza et Ludovic Maublanc, et vous allez aussi faire un jeu, signer un jeu avec Ludovic Maublanc, SOS Dino. Ouais. C'est du coup la suite de ton arrivée dans le jeu enfant avec Sticky Caméléon, Ouais. qui peut être joué entre adultes mais quand même plus destiné aux enfants. SOS Dino, c'est un jeu coopératif où on a ces 4 beaux dinosaures, hein. C'est chez Loki qui ont Ouais. fait un super taf d'édition. On a un peu de 3D avec ces espèces de volcans là qui jaillissent sur le plateau. Et on pioche des tuiles dans un sac et on se déplace en fonction de ce qu'on a pioché. C'est quoi l'histoire de ce jeu avec Ludo? Ça part directement comme un jeu enfant? Ouais, c'est assez marrant parce que c'est un truc que je demande beaucoup à faire des maisons d'édition et c'est Loki se lance, porté entre autres par Aurélie Raphaël qui était la chef de projet qui lançait le projet. Et elle nous envoie des demandes, des sollicitations disant bah, on cherche des jeux pour enfants pour cette nouvelle marque qui va se lancer. Si vous avez des protos, on les regardera. Et on aimerait bien notamment un jeu coopératif. Et donc nous, on a ça avec Ludovic un peu en toile de fond. On a été contactés comme plein d'autres auteurs et autrices. Et on se dit ah bah tiens, Aurélie, on la connaît un peu, elle est super, ça serait vraiment cool de bosser avec elle. Vas-y, on va essayer d'y réfléchir. Et l'autre point de départ, c'est moi j'achète beaucoup de matos et j'avais acheté des petites gommes à la con dans une boutique pas chère en forme de dinosaure. Je les aimais beaucoup et puis ah vas-y, un truc à faire avec. Et je vois Ludovic sur une session de boulot à Valence, à la cafetière, et je lui dis bah vas-y, on fait un jeu coopératif avec des dinosaures. J'ai pas plus que ça, vas-y, on y réfléchit quoi. Donc c'est vraiment le point de départ, il est à la fois de s'inscrire dans une nouvelle marque et dans une gamme, et du matos et du thème de se dire ok c'est des dinos, sur quoi est-ce qu'on peut être coopératif avec des dinosaures? Il y a de la lave et des météorites qui vont tomber, on va s'enfuir. Et donc on fait le développement assez rapidement, c'est un jeu où on a assez vite trouvé la forme qui nous a plu. Après il y a plein de petits critères qui ont bougé, la durée de partie, la difficulté, tout ça. Mais très vite on se dit allez c'est parti, on a la mécanique centrale quoi. Un peu une mécanique de prise de risque où Ouais. si tu restes sur certaines cases, la lave va peut-être te rattraper. Des fois, tu as des réactions en chaîne. La coulée de lave, elle va commencer à se propager. Puis tu as aussi les météorites Ouais. qui te donnent un double mouvement, mais qui peuvent écraser Un tes dinosaure. dinos de manière très cruelle. Et c'est un peu du pick-up and delivery. Sur la Ouais. route, tu essayes de récupérer, si tu veux faire le meilleur score possible. Tu peux sauver les dinos d'une part, mais tu dois aussi ramasser des œufs. C'est un jeu qui a bien fonctionné, je pense. Ouais, qui continue à très bien marcher d'ailleurs, on est assez content. Dans cette première vague de jeux chez Loki, je pense que c'est le seul qui est encore commercialisé. Et c'est des belles ventes avec un côté c'est un peu l'underdog qui continue de se vendre tranquillement, qui a tendance à augmenter plutôt que descendre, mais qui n'a jamais été spectaculaire, qui n'a pas eu une croissance extrêmement rapide. Mais c'est un jeu, oui, on devrait passer les 100 000 exemplaires là dans pas longtemps, ce qui n'est pas souvent sur les jeux pour enfants. Et qui est un jeu où je continue moi de prendre beaucoup de plaisir à y jouer et puis à avoir des retours c'est marrant de voir les enfants y jouer, d'avoir les retours des parents qui disent waouh on a adoré ça, etc. Et avec un truc où je suis assez content en termes de storytelling, où longtemps on s'est demandé si c'était pas trop cruel justement, parce que les dinosaures sont pris dans la lave, alors on dit jamais dans les règles qu'ils meurent, mais en vrai on les enlève du plateau, on les score pas, donc c'est assez clair. Et à un moment on s'est dit ah peut-être qu'il faudrait que ça soit du sucre qui sort dans un univers un peu avec des bonbons, et ils sont englués dans le sucre, et puis à un moment, on s'est dit, ouais, les enfants, c'est pas. Même quand ils sont petites, on va pas les prendre pour des jambons non plus, on va Ouais, leur puis proposer un truc et il y a ça des passe dessins très bien. animés pour enfants qui sont très cruels, hein, Oui. Bambi, où moi je regardais Petit Pied, Ah ouais, le complètement. dinosaure, quand j'étais petit, bah, il se passe des trucs horribles Ouais. dedans. Moi j'ai beaucoup joué à SOS Dino avec ma fille. C'est pas ton jeu pour enfants que je préfère. Les enfants, ça marche bien avec eux, mais moi je le trouve parfois assez linéaire Ouais. dans cette pioche de tuiles, etc. C'est pas celui où je m'amuse le plus, où j'ai le plus le sentiment, en tant qu'adulte, hein, d'avoir un espace de décision. Mais bon, il y a toujours ce truc, quand tu fais un jeu pour enfants, tu veux quand même que ça soit un peu drivé. Et donc la Bien, bien. pioche de tuiles dans un sac, ça marche bien pour ça. Et c'était vraiment l'idée de. Moi, je suis beaucoup inspiré par Le Verger chez Abba, qui a un côté de jeu pour enfants très très simple où je lance un dé et je fais ce qu'il y a dessus. Et régulièrement, on y reviendra quand on parlera aussi du coffre au trésor, mais je suis un peu obsédé par cette idée de mettre en place un autre dispositif de hasard pour avoir des sensations proches du verger, mais pas être dans je lance un dé, mais dans je fais quelque chose d'autre. En l'occurrence, sortir une tuile du sac. A posteriori, je crois que moi j'aimerais que ça soit un tout petit peu moins long,
Les parties sont des fois, Oui. on met un peu de temps à gagner. Je pense que si on devait le refaire après-demain, peut-être que le plâtreau serait diminué d'une rangée et d'une colonne de tuiles pour que ça aille un poil plus vite. Mais hyper content. Recommandé au Spiel des Sierres pour la première fois avec cette espèce de sensation bizarre de j'ai jamais l'impression que je vais être recommandé ou nommé un truc. Et donc quand ça pop, je suis un peu genre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas quoi. Et en même temps, pour la première fois, et qui reviendra un peu dans ma carrière, cette sensation de se dire ah merde, on a loupé la marge de la nomination à peut-être pas grand chose. Un peu triste de ça, mais hyper content du jeu, de sa mise en avant et puis de sa vie encore actuelle. En 2018, on a aussi d'autres jeux du même acabit. On peut peut-être parler de Gliss Glass. Ouais, c'est un moins bon succès, mais. Ok. Donc un jeu de pichenette avec des pingouins dans une logique de pichenette plus de précision à la croquignole que pichenette où on essaie de tout dégommer. On doit faire sauter des pingouins d'iceberg en iceberg qui arrivent en soi où on est posé, on a des gros palets, on commence à jouer avec et puis on arrive à développer le jeu. Un développement assez rapide. J'adore la scénographie du jeu parce qu'il y a vraiment ce côté de. Il y a des petits pingouins et puis hop, ils doivent réussir à avoir un iceberg suffisamment proche de celui où ils sont pour réussir à sauter. Ils sont surveillés par des papas et mamas pingouins qu'il ne faut pas faire tomber. Euh, c'est un jeu sur lequel on s'amuse beaucoup, qui finit chez Jeko, et puis une grosse boîte un peu chère, pas ma couverture préférée, pas été trop consulté dans le graphisme. Et quand ça arrive, oui, ça repart très très vite pour le coup, mais c'est un jeu pour lequel j'ai toujours de l'affection, que j'aime bien jouer. Mais oui, je crois que c'était une grosse boîte avec du plastique et du bois un peu cher, difficile pour les jeux pour enfants. En 2018, il y a aussi des jeux un peu plus narratifs. Ouais. Il y a Château Aventure et Ouais. puis il y a Escape Quest. Escape Quest qui est un espèce de MOOC, un magazine un peu plus qualitatif, édité par Inis Édition, qui est un projet de commande pour la team Kaedama, et donc qui est un livre escape room où on va se balader, résoudre des énigmes et puis vivre un peu une histoire, sur lequel on a consacré un temps monumental, vraiment. C'est un des projets qui nous a fait dire c'est cool la générosité, mais il faut qu'on fasse un peu gaffe parce que je sais plus, il y a 35 énigmes ou un truc dans le genre, c'est vraiment conséquent. C'est une autre façon de développer un jeu. Ouais, Après, tu vas faire des scénarios pour unlock, etc. Mais là, c'est à peu près ta première expérience du genre. Clairement sur ça, où je suis déjà très consommateur, donc je vois un peu comment ça marche. Mais par contre, c'est la première fois que je bosse sur un truc de cet acabit. Très agréable, mais oui, je me souviens qu'à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Il y avait un truc de allez, encore 5 énigmes, qu'est-ce qu'on va faire? On est en Égypte, qu'est-ce qui se passe? On va rajouter ça. Vraiment une galère sans nom. Là où, à l'inverse, Château Aventure est, lui, pour le coup, un énorme projet plaisir où je me suis éclaté comme Jaja, quoi. Où moi, je suis hyper fan du jeu de Jared Sorensen au départ, qui avait été édité une première fois par la Boîte à eux, donc une maison d'édition de jeux de rôle indépendants portée par Ludovic Papaït, qui était à ce moment-là chef de projet chez Yellow. Ludo nous dit à un moment à plein d'auteurs et d'autrices ah bah j'ai récupéré les droits de Château Aventure, on va faire une édition chez Yellow, on veut mettre plein de scénarios, est-ce que ça vous branche quoi? Moi je suis hypé comme jamais, j'ai trop envie. Et donc évidemment je rédige un premier scénario, un peu par péché d'orgueil et parce que je m'éclate bien, j'en fais un deuxième au cas où et il décide de l'éditer aussi. Avec cette espèce de truc de. J'ai regardé la guideline à un moment, il y a marqué le public est très très familial, etc. Et puis mon deuxième scénario, c'est inspiré de Saw, c'est trash, on doit découper l'œil d'un cochon mort. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens par rapport au projet, mais Ludo aime bien le scénario, donc il finit comme étant le scénario un peu 18+ de fin de bouquin. Et sur ce projet-là, par contre, c'est que de l'amour, quoi. On s'éclate, je m'éclate beaucoup à l'écriture, je m'éclate beaucoup à lire et à voir les scénarios des copains autour de moi. C'est un projet sur lequel il y a plein d'illustrateurs et d'illustratrices différentes. Et donc, c'est hyper cool de voir son projet un peu exister, voir à quoi ça ressemble. Donc, vraiment un projet du love très très fort. Ouais. Et Château Aventure va avoir une suite, mais des années plus tard. Ouais. Comment ça se fait? En gros, ils nous contactent pas longtemps après le 1 pour nous dire on aimerait bien faire une suite, un tome 2. Ça avait plutôt bien marché. Ça avait même vraiment bien marché, ouais, pour le coup, notamment en termes de retour critique, c'est un jeu qui est très très apprécié. Et donc, ils nous proposent, et par souci de facilité, ils décident de faire appel à la team Kaedama plutôt qu'à plein d'auteurs et autrices différentes, parce que c'est plus simple à gérer, quoi. Un seul pool d'auteurs, forcément, c'est un peu plus simple. Et donc, on commence à bosser dessus. On livre, donc on devait faire 12 scénarios, on en livre 11, je crois, à ce moment-là. Au final, on livre 12 parce qu'il y en a un qui est découpé en 2 parties. Et on inclut entre autres Gabriel Durnerin dans l'écriture parce que nous, on a quand même un peu envie d'avoir des copains-copines qui viennent bosser dessus. On fait pas spécialement une appel d'offres, mais Gab à un moment nous dit moi j'adorerais en faire un, bah oui, viens, vas-y, ça va être rigolo, quoi. Donc on livre les scénarios à Yellow, sans mentir, je pense en 2018, je crois, peut-être 2019.
Il se lance dans le projet, il décide de bosser avec une seule illustratrice à ce moment-là, qui commence à faire les dessins. Puis on n'a plus trop de nouvelles, nous, pendant globalement des années, et on se rend compte qu'en fait ça s'est mal passé avec l'illustratrice, ils savent pas trop comment faire, ils sont un peu bloqués, et donc le projet s'empâte et s'empâte. Donc nous on se dit, bon, ça n'existera pas, tant pis, c'est pas grave, au pire on mettra nos scénarios en ligne gratuitement. Et puis à un moment, oh, ça réémerge depuis les morts. Olivier Derueto prend la suite des dessins en étant tout seul. Yellow décide de le découper en 2 morceaux, et donc arrive Château Aventure, la suite, qui n'est pas du tout une suite. Si vous n'avez pas fait le 1, achetez le 2 quand même. C'est déjà un peu trop tard, mais ça lui aurait permis de marcher un poil mieux. Et donc on propose 6 nouveaux scénarios, tous de la team Kaedama, sauf un de Gabriel du coup, et avec dans l'idée de sortir éventuellement, mais je suis pas certain que ça arrive, la suite où il y aurait les 6 autres qu'on avait livrés à ce moment-là. C'est un peu loupé le train, quoi. Hein. Ouais, c'est pas facile de faire revivre un jeu aussi longtemps après. Quand tu fais une première boîte, un jeu narratif, t'as presque déjà la deuxième boîte dans les cartons. Et là, le fait que le projet ait pris un peu du plomb dans l'aile, ça aide pas au succès commercial. Clairement, je pense qu'il fallait sortir l'année d'après ou à la limite 2 ans plus tard. Ce qui, je crois, était le plan de Yellow, hein, sans les soucis divers et variés qu'ils ont eu. Puis c'est une boîte qui fait beaucoup de projets. Je pense que ça aurait pu aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que quand ça arrive, les gens savent plus que c'est Château Aventure. Là où je leur en veux, c'est un grand mot, mais je pense qu'il y a une vraie erreur éditoriale, c'est d'appeler ça Château Aventure la suite, alors que c'est indépendant. Et donc fondamentalement, les gens s'en sont lassés. C'était quand même agréable parce qu'il y a quelques fans du procédé, du système de jeu, qui sont venus nous voir pour nous dire que ça allait être super. Et moi, je me suis bien amusé. Il y a un scénario qui s'appelle Princesse Aventure, où à la sortie de Château Aventure, il y a quelques critiques qui sont émises, plutôt à juste titre, sur le fait qu'il y a peu de personnages féminins mis en avant dans le jeu. Alors c'est un jeu où on incarne le personnage, donc il n'est pas spécialement genré, mais force est de constater que notamment sur les illustrations d'ambiance, principalement des personnages masculins. Et le premier scénario de Jared Sorensen, Château Aventure, a un sous-texte un peu sexiste où on doit aller draguer la princesse, l'épouser à la fin. Ce qui, je pense, n'est pas une volonté sexiste de la part de l'auteur, puisque ça reprend plein de clichés des jeux d'aventure. Mais quand même, c'est pas Jojo et c'est pas toujours brillant quand on regarde. Et donc, je peux rédiger avec les copains un scénario qui s'appelle Princesse Aventure, qui est un scénario qui repose sur des tropes de sexistes de cet acabit et qu'on essaye de détourner pour en faire autre chose. On joue une charmante princesse toute mignonne et toute sympa, puis à la fin on défonce des ennemis à coups de marteau de guerre parce qu'il y a une dimension un peu d'essayer de récupérer ça. Et c'était assez agréable de mettre alors évidemment de manière assez légère, mais un petit propos un peu politique dans le jeu en se disant ok, on va faire un scénario qui s'appelle Princesse Aventure, qui a l'air cucu, mais en fait pas du tout, ça sera rigolo. On arrive en 2019 et là, la liste des sorties commence à devenir de plus en plus abondante. On l'a pas dit, mais tu t'es lancé en fait en tant qu'auteur à temps plein. Au moment de Kaedama, tu te dis, bah, vas-y, j'ai plus de travail, je quitte Repos Productions et je vais essayer de vivre de l'autorat, de la sortie de mes jeux de société. Quoi. Ouais, ce qui explique bien le côté 2019, puisque souvent on est sur un processus éditorial de aller entre 18 et 36 mois, on va dire. Et donc ça veut dire que les trucs que j'ai fait sur la première partie de mon année à temps plein sont signés à ce moment-là idéalement et donc arrivent à peu près 2 ans plus tard, donc ça a du sens. Tout à fait, c'est pour ça qu'on voit les sorties exploser. Alors on a ton premier jeu avec un de tes maîtres, Bruno Cathala, quelqu'un qui t'inspirait beaucoup. Très fort, toujours. Et c'est toi qui viens le voir avec l'envie de faire un jeu avec lui. Comment ça se passe? Je crois que ça se fait assez naturellement. Je me demande si c'est pas lui qui me branche un peu, parce que je suis pas certain que j'aurais osé lui demander en fait à l'époque. Et on discute, on se croise régulièrement à cette époque-là par la team Kaedama et même un peu avant par les projets avec Antoine et Ludovic. Moi, je commence à aller régulièrement à Valence, à la cafetière, donc qui est l'atelier monté surtout par Antoine avec pas mal de monde, et où il fait des brunchs les dimanches, où on se retrouve, on joue, etc., une fois par mois. Et donc je rencontre Bruno un peu plus, on commence à discuter, à sympathiser pas mal. Et je crois que c'est lui qui me branche au départ de faire un truc avec un pool de dés, une gestion de pool de dés, on va les lancer, on doit faire des actions avec. Et on commence à travailler dessus. Évidemment, moi, il y a un truc d'excitation très très forte de me dire « Oh, je fais un truc avec Bruno Cathala, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable, ma vie, on est là. » Et ça se transforme au fur et à mesure jusqu'à devenir Nagaraja, effectivement. Avec ce système de dés un peu bizarre, quoi. Des bâtonnets, en fait. Tout à fait, des bâtonnets qu'on va jeter avec des points sur le côté. C'est aussi un jeu qui a une dimension déduction, bluff. On cherche
un petit peu comme dans un saboteur, à Ouais. faire des chemins vers certaines tuiles qui vont nous donner des points, mais il y a aussi des malédictions. Donc on doit essayer de comprendre où sont les points de victoire, ou d'emmener son adversaire vers un piège, Ouais. etc. Et puis aussi des cartes à effet. Tout à fait. Avec ce truc de les cartes ont une double entrée, soit on les joue pour lancer, donc bâtonner, soit pour faire leur effet. Et il y a toujours ce petit arbitrage à faire de ah, cette carte, est-ce que je la garde pour ça, est-ce que je la garde pour ci. Un projet sur lequel on s'est vraiment bien éclaté avec Bruno et qui a été porté à la fois par ses mécaniques centrales et puis très vite par le thème. Notamment, ces bâtonnets arrivent parce qu'il y a une dimension chasse au trésor. Et c'est Bruno qui tombe sur un article sur ces dés retrouvés dans les tombes en Inde, je crois, justement, avec cette forme de bâtonnet. On se dit, ouah, c'est exactement ce qui nous manquait. On va sortir des D6 qui a été le cas ou des D20 ce qui a été le cas à un moment pour arriver sur un truc hyper simple à ce niveau-là. Ah, il y a une version avec des pièces, moi j'adore les piles ou face. Donc, il y avait une version où c'était pas des bâtonnets, c'était des pièces et on faisait des piles ou face qui plaisaient à personne sauf à moi, je crois, parce que tout le monde trouve ça trop aléatoire. Alors que moi, il y avait un truc très fort dans l'objet. Ça va être édité par Hurricane, Ouais. un éditeur qui n'existe plus trop Plus vraiment, je aujourd'hui, crois. mais avec qui Bruno Catala avait bossé. Il avait Ouais. fait du développement, notamment sur Augustus de Paolo Mori. Et c'est un sentiment que j'ai pas beaucoup, mais je me souviens qu'à la sortie, j'ai une forme de petite fierté de me dire ok, c'est chez Hurricane qui a fait aussi Mr. Jack, qui est un jeu majeur, et donc je suis dans la gamme Mr. Jack d'une certaine manière. J'ai bossé avec Bruno Catala, qui est quand même un des auteurs les plus importants de l'histoire du médium, et j'aime bien ce qu'on a fait, il y a un truc assez chouette. Donc j'en garde un souvenir assez cool pour ça. En plus, Hurricane me fait vraiment l'honneur de m'inviter pour la Gen Con cette année-là, auquel j'allais plus spécialement parce que j'avais arrêté de bosser pour des maisons d'édition, donc j'avais pas le budget. Donc je retourne à la Gen Con, ce qui est plaisant. Et j'en garde quand même une certaine tristesse parce que c'est un jeu qui s'est littéralement écroulé, quoi. En termes de vente, ça a vraiment très très bien démarré. On était sur des volumes qui étaient vraiment très corrects. Et du jour au lendemain, pendant le Covid, le jeu a pratiquement complètement arrêté de se vendre. Mais vraiment, on est passé de volume correct à zéro ou presque, quoi. Et comme on n'avait pas une relation extrêmement forte avec Hurricane et j'ai pas réussi à être dans la discussion, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Euh, le seul mail que j'ai eu évoquait le fait que c'était une conséquence directe du Covid, ce qui me paraît un peu ubuesque, d'autant que les jeux à deux ont explosé plutôt positivement durant le Covid. Mais en tout cas, c'est un jeu qui soudainement a vraiment disparu et qui, je continue de croire, était un chouette jeu puisque c'est un de mes jeux disparus sur lequel j'ai le plus de retours, quoi, régulièrement. Ah ouais. J'en dédicace encore en festival, on vient m'en parler, les gens aiment bien, font des posts dessus sur les réseaux. Alors, évidemment pas à la hauteur d'une nouveauté qui fonctionne, mais régulièrement c'est un jeu qui a gardé une petite aura en tout cas. Donc, Moi, à l'époque, je l'ai acheté, j'ai pas accroché, mais je sais plus du tout te dire pourquoi. Mais il est pas resté dans ma ludothèque, mais en tout cas, ça reste un jeu très original et qui a une identité assez forte, je trouve, avec ses bâtonnets, cette esthétique. ouais, c'est Vincent Dutré, Dutré. Avec j'ai une anecdote un peu triste mais rigolote. Moi j'adore le boulot de Vincent Dutré depuis des années et je rêve d'avoir dans mon bureau un original de Vincent. Vraiment, comme c'est un des derniers à bosser en tradi, vraiment j'en rêve très fort. Et comme tu peux le voir dans mon bureau, il n'y a pas d'original de Vincent Dutré de Nagaraja, puisque c'est le premier, et si ce n'est je crois un des seuls jeux où il a travaillé en numérique. Et lui il avait envie d'un peu explorer un truc, faire un peu différemment. Et donc avant je lui ai envoyé un message hyper piano, un peu de Vincent, voilà, si t'es pas ok, c'est ok, mais si jamais l'original, un truc, je pourrais. Et il va dire, ouais, avec plaisir dans l'absolu, mais en fait là je peux pas. Et vraiment j'étais deg, même si je sais pas si je serais content d'avoir la couve de ce jeu qui a explosé en vol et qui s'est pas si bien vendu que ça au final, pour me le rappeler tous les jours dans mon bureau. En 2019, côté Kaedama, ça va aussi être une sortie importante pour vous, c'est Draftosaurus. Ah oui, qui est c'est la une, même année. Qui est une commande de Ankama, Ouais. et où, un peu comme avec SOS Dino, vous partez de l'idée des dinosaures, et vous avez Ouais. ces meeple dinosaures. Ils Tout ont à ces fait. meeple dinosaures, ils vous disent, faites un jeu avec ça. Au départ, on rencontre Ankama, ils nous contactent, et eux, ils bossaient avec Gaëtan Brujano de Forge Next à cette époque-là. Ils devaient leur ouvrir un peu les portes de bosser avec des auteurs et autrices plus installés, on va dire, parce que pour l'instant, leur gamme de jeux de société marchait pas trop. Et dans ce cadre-là, ils nous envoient tous les jeux de société qu'ils ont fait, dont un truc qui s'appelle Dino Rush, ou un truc dans le genre, un jeu avec des dinosaures, ou avec une méca un peu folle, dans la même veine plus que Flying Goblin. Où on jette des dinosaures dans un espace de jeu, il faut qu'ils tombent sur des espaces précis, et derrière, c'est du contrôle de territoire, je crois. Vraiment un truc assez rigolo, mais assez peu fonctionnel. Et il y a ces petits meeples de dinosaures absolument adorables dedans. Et on voit Gaëtan Bojano pas longtemps après, on lui dit waouh, on a détesté le jeu, on a adoré les meeples, quoi. Et c'est lui qui nous dit bah en fait nous on sait faire les meeples, donc faites un jeu avec, quoi. Et je me souviens parfaitement c'est une soirée à la cafetière, on est tous les quatre là, il y a Gaëtan qui est là aussi.
Et on est un peu genre, bah vas-y, on fait le jeu des dinosaures. Avec Corentin, on est à Donf, on les met sur la boîte, on tapote pour qu'ils tombent, on essaye des trucs. Et à l'époque, venait de sortir, ou du moins était au haut de l'hype, Terraforming Mars. Et Ludo, entre autres, était genre, ah si, on fait un Terraforming Mars, les gars. On était genre, non, 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 on fait le jeu des dinosaures. Putain, Ludo, on n'a pas le temps de faire un Terraforming Mars. Corentin et moi, on a plus les crocs que toi parce qu'on a fait moins de trucs. On veut faire les jeux des dinosaures. On essaye plein de trucs, on n'y arrive pas. Et vraiment, c'est Ludo qui dit, ah sinon, on les draft. Et là, tout explose. Très vite, on se dit, ah vas-y, on fait les différentes zones. C'est assez influencé par l'excellent Sushigo de Phil Walker Harding. De vas-y, on va les scorer un peu différemment. On fait de la collection là, de la majorité ici. Et vraiment, Ludo, sur son ordi, fait un plateau très très vite, on teste. Et c'est vraiment pas mal dès la première itération, ce qui arrive pas très très souvent. Et le lendemain, on fait que du Draftosaurus. Et le lendemain, on fait que du Draftosaurus. Et je pense, à partir de ce moment-là, Gaëtan repart et il a un proto qui est drafto à 75%, quoi. C'est ça. Vraiment, il y a presque tout qui est là. Il n'y a pas la face hiver, il n'y a pas des petits détails. On met longtemps à bien fixer le dé, ce qu'on veut en faire exactement. Tous ces petits détails-là. Mais en tout cas, c'est un jeu où le développement, c'est un tunnel de réussite, ce qui est vraiment pas souvent le cas. Ouais, ce dé qui est lancé par le premier joueur et qui donne une contrainte à tous les autres, ça marche très bien, Draftosaurus. C'est un peu le jeu familial parfait parce qu'il y a l'attrait du matériel et puis il y a l'essence pure de la mécanique de draft. Les parties durent un quart d'heure. Voilà, je dirais pas que c'est un jeu auquel moi je joue encore avec plaisir aujourd'hui, mais c'est une passerelle incroyable vers la mécanique du draft pour plein de gens, quoi. Et c'est vrai que moi, je m'en rends pas trop compte à ce moment-là. C'est Antoine qui a le nez creux sur plein de choses, on le sait. Ou quand ça part en édition et qu'on finit, il est un peu genre, je crois que ça va marcher pas mal, hein. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est bien ce qu'on a fait, je crois que ça peut fonctionner. Ouais, je sais pas, on verra quoi. C'est quand même un peu léger, je sais pas trop. Et effectivement, le jeu prend un essor très très vite. On est là encore recommandé au Spiel avec une petite forme d'échec. On est nommé aux As d'Or qu'on rate également contre Oriflamme. C'est mon premier jeu qui marche vraiment très fort, quoi. Oui, c'est ta meilleure vente pendant longtemps. Je sais pas si c'est toujours le cas. Non, mais... ça a été dépassé par Packet Chips et par Sea Salt and Pepper. Ouais. Mais il est toujours sur le podium à la 3e place et assez solide sur ses appuis, quoi. Il va y avoir 2 extensions, Ouais. Marina et Aerial Show, Tout à fait. qui vont faire arriver des dinosaures aquatiques et puis des ptérodactyles, quoi. Ouais. Qui sont, j'imagine, une volonté de l'éditeur qui dit le jeu fonctionne bien. Ouais, c'est un peu partagé. Nous, on a un peu aussi envie de faire des trucs supplémentaires. On se chauffe un peu. Elles n'ont pas marché presque pas du tout, ces extensions. Les 2 sortent en même temps. Les 2 sortent en même temps, ce qui a posteriori là, est un peu une bêtise. Mais nous, on a plein d'idées. On se dit, vas-y, on fait les 2 en même temps. Tu peux acheter les 2, ça fait une cover. Il y a un truc un peu rigolo. Mais je crois que c'est un peu trop par rapport à la cible. Et qu'on aurait dû faire qu'une seule extension. Je préfère 1000 fois celle des dinos aquatiques que celle des dinos aériens, qui est un peu compliquée. Celle des dinos aquatiques est un peu plus élégante. Mais on se dit, allez, c'est parti, on va jusqu'au bout, on fait le truc. Je suis pas un grand fan des extensions. Et le public cible n'est pas un public qui va acheter des extensions. Donc nous, on se fait plaisir, je suis content. Les fans de Draftosaurus, avec des guillemets, eux, ça leur fait plaisir de découvrir des trucs en plus, mais je sais pas si elles étaient infiniment nécessaires, quoi. Il y a un peu un truc de nous, on s'est fait kiffer. Ankama était content d'avoir des produits supplémentaires dans la gamme, mais a posteriori, je pense qu'il faudrait les mettre, soit faire une grande boîte avec tout d'un coup, soit il aurait fallu sortir les 2 ensemble ou une seule des 2. On va aussi avoir une autre commande pour la team Kaidama, un jeu auquel, figure-toi, j'ai joué, et je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir joué, c'est 8-Bit Box Double Rumble. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui a joué à 8-Bit Box Double Rumble. 8-Bit Box, j'ai consacré une vidéo là-dessus sur les liens entre jeux de société et jeux vidéo. C'était un projet un peu fou qui a fait flop de Yellow, de vendre une console et puis de vendre des jeux à part, comme des cartouches qui viennent se mettre dans la console, qui à la Time Stories est un matériel général pour jouer à plein de trucs. Donc dans la boîte de base, il y a 3 jeux et ils vont vous commander le premier jeu indépendant, et spoiler, il n'y en aura pas d'autres. Non. C'est un jeu coop inspiré de Double Dragon, enfin des beat'em all. On avance, on tape des ennemis et on utilise les manettes pour programmer les coups qu'on va faire, et à la fin on a un boss, etc. Ça respecte tous les codes des jeux vidéo de ce style. Et là, ce qui est peut-être intéressant à développer, c'est le côté contrainte, qui en game design peut en fait fermer des portes et donc te faire avancer plus vite, parce que comme avec Draftosaurus et les Meeple Dinosaures, vous avez un point de départ, là pour le coup qui est assez... qui est plus contraignant. Voilà. C'est un projet rigolo parce que je pense que quand ça arrive, tout le monde sait que ça va pas marcher parce que 8-Bit Box est déjà un peu un échec, mais on va quand même au bout pour tester et puis pour voir le truc. Mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de discussions avec Xavier qui était le chef de projet, puisque
Moi, j'adorais le propos de 8-Bit Box, et j'avais pas trop aimé la réalisation, en partie parce que les 3 jeux de la boîte de base se ressemblent beaucoup, je trouve. En termes de sensations, c'est on programme un truc, révélation simultanée, il se passe quelque chose, c'est compétitif, on essaye d'aller au bout, quoi. Il y a un espèce de Pac-Man, un jeu de course et un jeu des JO. Le jeu des JO est vraiment au-dessus, moi je le préfère en tout cas. Oui, c'est plein de mini-jeux en fait, c'est Ouais, une il y a un compile truc à un la peu de WarioWare. il se passe plein de choses, c'est marrant. Et tout ça me donne des sensations de jeu qui sont un peu la même, ce qui est un peu dommage dans un truc dont le propos c'est regardez, vous pouvez jouer à plein de jeux différents, bah, les 3 ils sont un peu pareils. Et nous on met longtemps à réussir à convaincre notre chef de projet à l'époque de vraiment on veut faire un truc qui est à l'opposé de ce qu'il y a dans la boîte parce qu'on veut pas du tout que ça se ressemble. Donc on fait un jeu 1-2, un coopératif, avec une forme de révélation simultanée, mais pas exactement dans les mêmes ressorts mécaniques. Et on se dit, vas-y, on fait un truc qui pète tous les codes du truc, quoi. Et on met longtemps à le convaincre. On a la chance d'avoir Jeep qui fait un boulot absolument formidable, je trouve, graphiquement, c'est à tomber et qui s'implique à mort. Lui, c'est exactement sa génération, il adore ces jeux-là, donc vraiment, c'est le bon client pour ça. Et effectivement, ça arrive, et puis tout le monde s'en fiche, quoi. Il y a un truc de la console, elle est déjà soldée un peu partout. Les quelques personnes qui l'ont acheté n'ont pas forcément été convaincues. Mais je suis content que ce projet existait, même si je trouve son exécution un peu gauche sur certains aspects, notamment et surtout de game design. Il y a un espèce de truc de... Ouah, il y avait de l'ambition, il y avait une volonté de faire un truc et d'aller au bout et de proposer quelque chose de très différent. Ça n'a pas marché, c'est un peu triste. Vous faites quand même des trucs très différents amis des maisons d'édition. Mais ouais, c'était agréable de bosser sur ces contraintes-là, aussi parce que ce que ça représentait était un peu exaltant. Je l'ai acheté pour mon meilleur ami qui est fan de la 8-Bit Box et qui continue encore à la sortir envers et contre tout. Et on s'est bien amusé à buter des bien. mecs avec ces petites manettes là. Donc merci pour ça. Allez, restons sur la Team Kaedama plus Nicolas Houry. Ah oui, Avec incroyable. Super Cats. Il y a plein d'histoires. Nicolas Houry, l'auteur de Mykérinos, Tout à fait. que j'adore, un très très moche Istari, qui a rien fait d'autre comme jeu. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous vous retrouvez à faire un jeu à 4 avec Nicolas Houry, qui est un jeu un peu débile et en même temps, j'y ai jamais joué, mais je crois que c'est assez exaltant, Oui. le truc de faire Super 4, c'est une sorte de pierre-papier-ciseaux. C'est un Shifumi un peu... c'est entre le Shifumi et Stupide Vautour, si tu veux, où la méca centrale, c'est on est plusieurs autour de la table, on fait Super 4, on regarde, et le gagnant de la manche ou la gagnante de la manche, c'est la personne qui a fait le plus grand chiffre unique. C'est ça. Donc on a fait 2-5 qui s'annulent, 2-4 ils s'annulent, j'ai fait 1, je passe avec le 1, trop bien. Et il y a des petits pouvoirs, si je gagne avec un 5, je suis un peu désavantagé, si je gagne avec un 1, je suis très avantagé, si je gagne avec un 0, c'est incroyable. C'est un jeu en 2 épisodes, il y a une première partie en 1 contre 1, et derrière le gagnant ou la gagnante de ce premier épisode devient le grand méchant du deuxième épisode. Ouais, façon Power Rangers. Tout à fait, ouais, c'est très inspiré par les Super Sentai. C'est un jeu qui a 1000 histoires, notamment parce qu'on le fait avec Nicolas Houry, parce qu'on est en vacances travail on va dire, au Japon tous ensemble quelques années auparavant. Et donc on commence, c'est avant que Kaedama existe, et on commence à bosser sur le jeu au départ avec Corentin tous les deux, en partie parce que Antoine et Corentin viennent de sortir Gaijin Dash, un jeu qu'ils ont auto-édité pour le sortir au Tokyo Game Market. Donc avec l'idée de faire ces jeux avec une approche très doujin, on va le sortir et on va l'éditer nous-mêmes à tout petit tirage et on va le vendre que au Tokyo Game Market. Moi j'arrive cette année-là pour la première fois au Japon et je suis un peu genre le processus il est si bien, c'est si gaulerie ce que vous avez fait et tout, c'est super, je veux faire pareil quoi. Et Corentin qui est un enthousiaste dans l'âme, se dit ok bah moi je veux bien le refaire avec vous, c'est parti quoi. Donc on commence à bosser dessus, pour une fois c'est assez rare vraiment exactement le moment et l'endroit où on a commencé à bosser dessus avec Corentin. Et puis Ludo arrive un peu, il nous entend discuter, il se moque un peu de c'est stupide vos tours, votre truc, et puis on en parle. Puis Ludo il amène 2-3 idées, on fait allez viens, t'es dans l'aventure, et puis hop on est 3. Et puis on rentre à l'appart, on en discute, et puis il y a Nico Houry qui amène 2 ou 3 idées, et puis on fait allez vas-y, tiens c'est parti quoi. Puis il y avait un peu Antoine qui était là à pas avoir amené grand chose, et puis on lui dit Antoine propose des idées là, comme ça c'est parti, on le fait tous les 5. Puis Antoine amène plein de trucs, etc. Et donc au fur et à mesure on le chapote et on en fait un jeu tous les 5. Puis là, on se rend compte que gérer les illustrations, la prod, l'auto-édité, aller au Japon pour le vendre, flemme en fait. Et donc, on essaie de le faire passer par le circuit habituel. Et c'est un jeu qu'on signe avec Yellow à l'époque. Dans les mini-games. Dans la gamme mini, ouais, tout à fait. Ils avancent dessus, et donc nous, ça s'appelait Sentai Cats, en hommage au Super Sentai, donc toutes les séries de Power Rangers, entre autres. Et Yellow commence à le faire illustrer par Miguel Combra, Avance, etc. Poste l'affiche sur Board Game Geek. Et en gros se fait un peu rouspéter par les gens qui ont la licence Power Rangers en disant ouais moyen en fait les gars, vous avez pas trop le droit de faire ça quoi. Ce qui inquiète beaucoup Yellow à raison je pense.
Et donc ils rétro-pédalent un peu, et puis on doit changer le thème, refaire les dessins, et puis voilà, ils sont pas sûrs, et ils y croient pas trop, ils savent pas. En tout cas, c'est vraiment très fastidieux, et nous on sent qu'il y a une perte de motivation. Le jeu est annulé, on récupère nos droits, tant pis, c'est pas grave quoi. Et donc il faut qu'on se remette à la recherche d'une maison d'édition. Et à l'époque, Gros Games avait joué donc à Sentai 4, ça avait beaucoup aimé aussi, avant qu'on l'édite avec Yellow. Je pense même que Gros Games n'existait pas encore, je sais plus. Et donc on leur repropose, et ils font ah ouais grave, nous on est chaud comme la braise, c'est parti, feu, on fait cette version-là. Donc ça devient Super 4 plutôt que Sentai 4 pour pas reprendre les mêmes problèmes juridiques avec les gens de Power Rangers. Et donc on travaille sur une nouvelle version avec ce truc super ils décident d'engager Nayad pour faire les dessins, on pouvait pas reprendre les dessins de Miguel Coimbra. Et puis je me souviens très très bien de Nayad qui commence à dessiner et puis qui nous met dans notre groupe Facebook à l'époque un message qui dit ouais en fait je m'emmerde un peu je crois. Est-ce que ça vous dit je fais un truc complètement différent de ce que je fais d'habitude? Auquel on se dit oui oui vas-y on voit, on est chaud pour voir à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est un jeu qui a une identité graphique pardon, qui est vraiment très très chouette et très marquante quoi. C'est Nayad qui fait pas du Nayad et ça lui amène un truc vraiment charmant. Et il va y avoir une rethématisation Ouais. Tortue Ninja. Improbable parce que c'est quand même un jeu où on fait des 5 avec les doigts et les tortues en 4 doigts, mais oui, c'est Grug Games qui bosse avec ce qui est devenu The Hop maintenant, mais qui était encore USA au Poly à l'époque. Donc des Américains qui font entre autres des jeux à licence, mais font aussi leurs jeux à eux, notamment l'éditeur de Flip 7 dernièrement. Et The Hop est hyper chaud, adore le jeu, soit déjà en faire un grand succès, spoiler ce qui n'arrivera pas aux US, et décide de se dire bah, c'est un jeu qu'on peut décliner facilement avec plein de licences. Parce que le système de jeu est très simple, le fait qu'on ait des personnages devant nous, ça raconte un truc facilement. Le fait qu'il y a une espèce de grand méchant à la fin. En plus, ouais, tout à fait. Et donc, décide de faire comme première version à licence, là encore il n'y en aura qu'une, une version Tortue Ninja. Ce qui, moi, est vraiment ma licence d'enfance de ouf. Donc, je suis genre, ah bah, chaud comme la braise, il change rien, à part graphiquement. Et donc, cette version sort qui ne sera pas un franc succès non plus, je crois, mais on n'a jamais trop eu les volumes de vente. Du coup, dans la deuxième partie, c'est quoi? Il y a un robot tortue, on affronte Krang, je crois. Krang, ouais, le technodrome. Tout à fait. Qui marche bien avec, il y a le monstre au milieu, on détruit le robot au fur et à mesure. Non, la version est clairement assez qualitative. Si ce n'est ce côté de, on a une équipe de 5 et puis il y a 4 tortues, donc ce côté vraiment absurde de, bah, en fait, on fait 5 avec les doigts, et donc il y a un espèce de truc qui marche pas complètement, mais qui marche quand même, assez charmant, quoi. Team Kaedama, toujours, il y a Bienvenue à bord. Oui. Qui est un jeu de I Cut You Choose. Ouais. Que vous faites pour une entreprise, je crois, au début. On fait pour la croisière ludique du Captain Meeple. Ah oui, c'est ça. Donc c'était tout ce projet porté par le Captain Meeple, qui était une boîte qui voulait faire un espèce de tourisme ludique, et qui donc récupère un certain nombre de cabines sur une croisière classique en Europe, et décide à surprise, quand les gens vont s'installer, ils auront un jeu exclusif à la croisière qui sera posé sur leur lit et qu'ils pourront découvrir. Et donc nous on bosse sur ce système de jeu-là qui est effectivement un I Cut You Choose and Write. Donc on a une petite fiche, on doit récupérer des cartes pour ensuite ouvrir des cabines, accueillir des voyageurs et voyageuses au fur et à mesure, marquer des points, qu'on propose pour la croisière, qui sort dans ce contexte-là. Et les retours sont vraiment très très bons, c'est-à-dire que le Captain Meeple le fait tourner un peu en festival et les retours sont bons, les retours des gens de la croisière étaient vraiment excellents, et donc ils décident d'en faire une version commercialisée en boutique, en retravaillant un peu le projet, notamment en changeant la couve, et en faisant un format, c'était une grosse boîte rectangulaire, en faisant une boîte un peu plus petite et carrée, qui n'aura vraiment pas un franc succès, quoi, pour le coup. Personne s'est trop penché sur ce jeu, il y a eu peu de retours, oui, je l'ai vu pas mal déstocké, etc. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous allez vers la mécanique du I Cut You Choose, qui est vraiment une mécanique que je trouve sous-exploitée, moi? Moi, c'est ma méca préférée, je crois. J'adore ça, et ça se fait assez naturellement. Alors chez Kaedama, dans le processus, souvent il y a une personne qui est un peu à l'origine du début du proto, et puis après on s'implique tous plus ou moins dedans, sauf les rares cas où on était tous les 4 pour bosser dès le début. Et là c'est plutôt un projet qui est porté par moi au démarrage. Et moi j'ai vraiment une passion pour cette méca que je trouve vraiment super, notamment quand on est deux, parce qu'il y a vraiment un dilemme un peu tout le temps, il y a un truc qui se passe autour de la table que j'aime énormément, et qui là marchait bien, je trouvais, avec notre brief de départ aussi, qui était, ça devait être un jeu pas très cher, avec pas énormément de matos, mais qui racontait quand même un peu une histoire, notamment une histoire de croisière, quoi. Et donc cette dimension de, ok, c'est que des cartes et une fiche, et derrière on va noter dessus, nous permet d'avoir un matos limité. Et vraiment ces arbitrages tout le temps, moi je trouve ouais, c'est une méca que je trouve formidable. Je te rejoins qu'on ne voit pas assez souvent.
En même temps, quand on la voit même dans des jeux aussi excellents que The Great Split, ça fonctionne pas très bien commercialement. Donc je sais pas si les gens sont prêts à un jeu ou si c'est juste l'exécution qui est jamais celle qui va fonctionner pour le grand public. Mais en tout cas, ouais, moi c'était dans ma bucket list de game designer, il y avait faire un jeu à Substitute Shoes. Et je me suis bien éclaté sur celui-là, malgré effectivement pas un très grand succès commercial. Kaedama toujours, un peu la revanche sur Super 4, c'est Ninja Academy. Ouais. Qui pour le coup va être bien dans les mini-games et qui a ce côté un peu foufou. Il y a plein de mini-jeux dans la boîte, il me semble, c'est ça? Tout à fait. C'est marrant parce que c'est aussi un jeu avec une histoire compliquée et rigolote. C'est pas à proprement parler Kaedama, c'est nous quatre, mais sans être sous l'égide Kaedama. Ok. Parce que c'est pas un jeu de commande. Et au départ, en fait, nous on fait Super 4. On le signe chez Yellow et les copains commencent à faire un projet, un nouvel an de jeu avec plein de mini-jeux. Et puis à un moment, ils m'intègrent dedans. Là, pour le coup, vraiment, je me sens invité par Ludo, Corentin et Antoine. Vas-y, c'est un jeu à mini-jeux, il nous en faut plus, trouve-en quoi. Et donc on s'éclate sur ce matos à en trouver plein. Et ça devient Ninja Cats, avec dans l'idée de se dire on fait Sentai Cats, Ninja Cats et on fera Samurai Cats à la fin. C'est notre trilogie des jeux Cats dans la gamme mini. C'est parti. Puis Sentai Cats est annulé. Donc on enlève le côté Cats et ça devient Ninja Academy. Mais le projet reste chez Yellow et on travaille dessus vraiment dans cette logique très WarioWare, Mario Party c'est plein de mini-jeux avec un matos commun, des meeples, des rondins, des cartes, etc. Et on va faire plein de jeux, des duels ou des jeux collectifs sur lesquels l'enjeu est de marquer des points avec une méca que j'aime toujours vraiment beaucoup qui est quand je suis pas impliqué dans un duel, je vais voter pour mon chouchou en disant ah Boris, là je suis sûr que tu vas gagner parce que tu es meilleur que l'autre personne sur ce type de compétences-là. Ce qui toi te met une espèce de pression, parce que des fois tout le monde vote pour toi et t'es un peu genre non mais vraiment je suis nul, promis. Et en même temps ce qui rajoute un peu un enjeu d'absence de zone time parce qu'on est impliqué même sur les duels. Je crois que dans l'absolu, c'est un de mes jeux préférés de ma ludographie. Moi j'adore ce jeu, il y a un truc vraiment très rigolo dans ce que ça raconte, dans ce que ça propose, j'aime plutôt bien l'édition. Et puis moi j'adore les mini-jeux où il y a plein de trucs qui se passent. Donc très 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 content d'avoir été invité par les copains qui ont vraiment fait la grosse base mécanique. Moi je suis plus arrivé pour proposer des mini-jeux supplémentaires. Puis la mécanique de Paris n'était pas encore bien installée je crois. Mais très content d'avoir bossé sur ce projet où on s'est éclaté comme des fous. J'y ai jamais joué mais ça a l'air fun. Il faut que tu vas jouer à l'occasion. Et il va y avoir une extension. Elle est sortie même. En Allemagne. Ouais, improbable. Et un peu de déception sur ce projet, mais c'est les Allemands qui viennent de sortir le jeu il y a 1 an, je pense, 1 an et demi. Ça fonctionne très bien en Allemagne, ce qui est un peu improbable parce que c'est un jeu un peu foufou. On s'attend à ce que les Allemands, des fois, soient un peu plus rigides. Mais non, le jeu marche très très bien sur le marché allemand. Et donc, ils nous ont commandé une extension qu'on n'a pas très bien compris dans les échanges. Donc, au final, c'est une extension plutôt fan-made par des concours Facebook. Donc, nous, on a script doctorisé un peu, on a relu les épreuves, on a enlevé un peu des lourdeurs qu'il y avait sur les trucs qu'ils avaient sélectionnés, mais globalement, on n'a pas construit ces épreuves-là. Ce qui avait été fait aussi, d'ailleurs, un peu sur la France, où il y a un petit goodies de 2 cartes qui est sorti, qui était aussi un concours de proposer vos épreuves, qui a été gagné par Bruno Feduti. Et l'Allemagne a sorti son extension. Là où je suis un peu déçu, c'est qu'elle n'est sortie, elle ne sortira qu'en allemand. J'aurais bien aimé que Yellow se dise ok, on fait un mini tirage, on en fait un goodies, on l'offre un peu autour de nous en français. Mais le jeu est un peu trop vieux, donc ils n'ont pas souhaité le faire. Parce que c'était un peu dommage, quoi. Ça aurait été cool d'en faire un petit cadeau un peu sympa, mais c'est toujours dur d'avoir du soutien sur des jeux qui datent de 2019, t'as dit? C'est ça, ouais. D'il y a 6 ans. Ouais. 2019 toujours, un jeu que tu évoques dans le Ludo Club qui n'a pas marché, mais je crois que tu aimes beaucoup, c'est Tapage Nocturne. Ah oui. Je sais pas si je l'aime beaucoup, mais j'aime bien ce qu'il raconte en tout cas. Oui. Où le game design vient d'une expo que je fais à Lille, dans un lieu incroyable, qui reprend plein de trucs des jeux pour enfants, et il y a les chaises musicales. Je me dis, ah tiens, il n'y a rien sur les chaises musicales dans le jeu, et il n'y a pas grand-chose qui utilise le son plutôt que tous les autres sens. Et donc, Tapage Nocturne, quand je pense dessus, qui s'appelle La Grande Chorale des Animaux au départ, qui est plutôt ciblé enfant, l'idée c'est que c'est un jeu d'écoute rapidité plutôt d'observation rapidité. Donc on a une bande-son avec un temps aléatoire qui, au bout d'un moment, nous fait le son, le cri d'un animal, en l'occurrence dans le proto. Il faut que je sois le premier ou la première à taper dessus pour gagner la carte. Globalement, c'est tout, mais c'est vraiment cette idée de se dire ok, c'est le jungle speed des oreilles plutôt que le jungle speed des yeux, quoi. C'est marrant parce que je fais tourner beaucoup le proto, notamment pendant la croisière ludique du Captain Meeple, où notamment Bruno Catala me dit oh, c'est super et tout, trop bien. Bruno est super, et c'est pas le plus expansif, donc quand Bruno te fait plein de compliments sur un proto, ça te met plutôt de bon augure. Et puis je le présente un peu et puis personne en veut. et donc je le range un peu dans ma besace et je finis par le signer avec Upviews, du coup, une boîte lyonnaise qui fait des jeux hybrides en se disant ah ouais, nous ça nous intéresse sur le côté hybride.
On bosse dessus, notamment on amène plus de gages, puisqu'on en fait un jeu pour adultes où on tape sur des adultes bourrés costumés en soirée plutôt que sur des animaux mignons. Et amène un truc de l'appli que j'adore et que j'ai pas trop revu, qui est par défaut chaque carte est associée à un son, et durant la partie, selon certains trucs qui peuvent se passer, on peut réassigner le son d'une musique en enregistrant nous-mêmes le son. Donc la vache fait meu au début, et puis moi je peux faire que la vache elle fait cote-cote et ça fout la merde, ou elle fait meu comme moi j'ai envie, ou elle dit bonjour c'est Jacques Chirac, et puis on rigole. Quoi. J'avoue que c'est assez incroyable et inédit comme Ouais, possibilité. c'est eux qui amènent ça, et vraiment il y a un truc de ouah, trop trop bien quoi. Et puis le jeu sort, et effectivement personne ne voit trop passer ce truc, c'est une petite maison d'édition. C'est Christine Alcouf qui fait les dessins qui sont formidables, mais globalement ouais, c'est un assez gros échec. Et ce qui amène un truc d'ailleurs problématique, c'est un échec, la boîte a arrêté par la suite, ils ont sorti un autre jeu puis ils ont fermé. Et l'appli est difficilement trouvable maintenant, il y a quelques builds qui sont retrouvables sur le net, j'ai des copains-copines qui ont réussi à rejouer, mais si demain vous achetez le jeu d'occasion, c'est pas possible d'y jouer forcément. Ce qui pose question sur les jeux hybrides quand même. Là, on a peu de chance, mais sur des jeux énormes comme Unlock ou ce genre de choses, mais de se dire, ah oui, au bout d'un moment, ça peut être perdu dans le temps et donc on ne pourra peut-être plus jouer à ces jeux-là. Ouais, en termes de patrimonialisation, c'est vrai que Unlock, là, ça cartonne, mais dans 10 ans, est-ce que c'est toujours là? On ne sait pas, quoi. Ouais. Un vrai jeu hybride qui est pensé comme tel ne peut pas être joué sans appli. Donc, voilà, clairement. Il y aurait moyen de... Mon proto était fait avec des boucles de son à l'arrache, montées avec moi qui fais des bruits et de la petite musique et tout ça. Ça marchait correctement, mais sans être terrible. Mais il y a moyen d'émuler le truc sans une application, mais effectivement, c'est un jeu qui est un peu perdu aujourd'hui. En 2019, on va aussi avoir un jeu assez important pour Kiff Édition. C'est Fou Fou Fou, que tu fais avec Corentin Lebras, qui va être la meilleure vente de Kiff Édition pendant longtemps et qui va être un peu le jeu qui les propulse et qui va les maintenir sur le long terme, hein, parce que c'est un éditeur indépendant et assez modeste, même si aujourd'hui ils prennent de l'ampleur. C'est un jeu à gage, là aussi un peu à mini-jeu. Je l'aime bien, j'y ai pas mal joué. J'ai beaucoup joué pendant un temps assez réduit, et puis après ça s'est essoufflé et j'ai du mal à le ressortir, mais ça reste un jeu que je garde. J'ai mis les 2 boîtes parce qu'il y a eu une extension après, plaisir d'offrir. Il y a d'ailleurs une édition américaine qui reprend les 2 boîtes comme une big box, même si ça reste un jeu de cartes très transportable. Donc c'est un jeu débile et en même temps magique, où tu tires une carte, tu fais ce qui est dessus, et puis il y a 2 types de cartes, des cartes qui sont que pour toi et des cartes qui sont pour toute la table. Il y a une carte où tout le monde s'appelle Monique. Effectivement, c'est un truc de déclencheur et d'effet, donc à chaque fois que quelqu'un pioche une carte, à chaque fois qu'une carte est recouverte, on doit dire des trucs un peu crétins. Et un des trucs que j'aime bien, c'est tous les trucs un peu méta. Notamment, il y a une carte qui dit, à chaque fois que quelqu'un joue une carte, je lui dis « t'as perdu ». Et donc on se retrouve à dire « t'as perdu ?» Non mais quoi ? Ah ouais, non, pardon, c'est ta carte quoi. Et tous ces trucs-là amènent à un espèce d'ambiance. Il y a des trucs c'est à qui de jouer, etc., qui sont exprès faits pour foutre un maximum de chaos, en fait. Et c'est un jeu de survie, de Battle Royale, parce que, un peu comme dans un Elixir, quand quelqu'un repère quelqu'un d'autre qui n'a pas fait son gage, à tout moment, pour le coup, il peut le pointer du doigt et tu perds une vie, et ça s'arrête quand quelqu'un a perdu, tout simplement. Il y a un seul joueur qui a perdu et tous les autres se moquent de lui. C'est un jeu sur lequel j'ai 1000 anecdotes, donc je vais essayer d'aller vite, mais notamment le fait que c'est une variante de Magic au départ. Quoi qui est, moi j'aimais beaucoup quand j'étais arbitre, enfin j'aimais beaucoup, c'était hyper intéressant. On avait un format de jeu qui s'appelait le DQ, où il y avait une pile de cartes très compliquée, et c'était à ton tour, tu piochais une carte, et dès que tu pouvais faire quelque chose, tu devais le faire. Donc j'ai une carte, je peux la jouer parce qu'il n'y avait pas le système de mana, je la joue, elle a un effet, je peux l'activer, je dois l'activer. Ah, toi, elle a un effet, quand j'active un truc, tu dois activer pour activer, et ça faisait des situations un peu compliquées en termes de règles. Attends, j'active ça parce que tu as activé ça parce qu'il y a ça. Comment tu arbitres d'apprentissage de comment est-ce qu'on gère ces règles-là. Donc un truc hyper compliqué. Un truc de nerd complet. Vraiment au possible, quoi, mais qui était assez intéressant. Et je m'étais toujours dit, il y a moyen d'en faire un jeu de société un peu rigolo. Et j'avais fait un truc qui s'appelait le DQ, du coup, qui était assez absurde, un peu post-moderne, comme ça, que j'aimais beaucoup, il y avait plein de matos de jeu, mauvaise idée, et des cartes, et ça nous demandait de faire plein d'actions de jeu qui n'avaient aucun sens. Au début de mon tour, je lance le dé. À chaque fois que quelqu'un lance le dé, je retourne le sablier. Et tout ça n'avait aucune importance, si ce n'est qu'on manipulait du matos. Évidemment, ça marchait pas très bien. Et je l'ai montré à Corentin qui a dit « Mais t'as pensé à faire des gages, ça serait vachement plus rigolo ?» J'ai fait « Oh, quelle bonne idée !» Et donc on est parti sur une version gage. Et c'est un proto qu'on a beaucoup proposé à plein de gens et que personne n'a voulu éditer. Vraiment, tout le monde trouvait ça c'est mignon, mais les jeux de gage c'est compliqué. Il y a eu Super Lipopex chez Cocktail Games qui a pas très bien marché, donc est-ce qu'il faut en faire un autre ?
On était déjà longtemps après, mais... Et il y avait un peu cette dimension de ouais, à qui ça s'adresse, etc. On l'a présenté à tout le monde, on a oublié le proto, on l'a représenté à tout le monde, on a réoublié le proto. Et c'est Mathieu Blaillot qui bosse avec l'équipe ludique maintenant, qui à un moment m'a dit ça c'était hyper fun, t'as pensé à le présenter aux nouvelles maisons d'édition qui viennent de se lancer, les Greux Games, les Kiff, etc. Et je me dis oh ok, on risque rien. Et on a fait une partie avec Corentin, avec Nico Normandon de Kiff Édition, qui est un bon copain, où on s'est posé, on l'a fait jouer et vraiment il avait les yeux écarquillés de oh, qu'est-ce que vous me faites faire quoi, vraiment je m'amuse pas quoi. Donc il est reparti avec le proto, on s'est dit ouais c'est un peu par politesse, on s'en fout, ça n'aboutira jamais à rien, on va le remettre dans le placard et puis dans 2 ans on reverra. Et il nous a écrit derrière pour nous dire ouais, je viens de jouer avec mes parents, donc Nico Normandon est déjà un peu plus âgé que moi, donc ses parents doivent bien avoir, ouais, à l'époque je pense entre 65 et 70 ans, donc des gens qu'on a un peu moins l'habitude de voir jouer, et ma mère a pleuré de rire. On se dit ok, peut-être il se passe un truc, puis derrière, de fil en aiguille, on a bossé avec eux, il y a eu un gros travail d'équilibrage et de curation des cartes, notamment pour enlever tous les trucs qui étaient trop impactants physiquement et dans ce que ça représentait. Il y avait une carte que j'aimais beaucoup qui était au début de mon tour, je fais un solo de air guitare. Alors, les gens, ça les mettait un peu mal à l'aise, il y a des gens qui aimaient pas trop, alors que dire t'as perdu ou c'est à moi, en fait ça va, ça nous met pas trop en scène. Oui, puis on s'en rend pas compte, mais il peut y avoir des effets de réaction en chaîne Ouais. de fou. D'ailleurs, les cartes ont une couleur, et c'est pas pour rien, c'est parce que quand tu as une carte de la même couleur, tu la recouvres, Ouais. pour éviter justement Ça soit trop. des dérapages, quoi. Ouais, ouais. C'est chouette que tu swing parce qu'on a construit vraiment le jeu pour qu'il y ait des trucs de ah, quand il se passe ça, je dis ça, mais quand quelqu'un fait ça, toi tu dis ça, et ça fait des petites séquences un peu blaguesques de c'est à qui? C'est à moi. Puis ah, bah, on se répond, et puis la première fois qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a vu les cartes indépendamment, ça crée un peu des situations un peu rigolotes. On s'est vraiment beaucoup marré sur ce jeu et sur son extension Plaisir d'offrir, qui a beaucoup moins marché pour le coup, en partie, je crois, malheureusement, parce que c'est une boîte rose, et on le sait, les boîtes roses en boutique, c'est toujours un peu plus compliqué à vendre que la moyenne des boîtes, ce qui est un peu triste, mais il y a un truc, il y a un biais genre et sexiste de ah non, les boîtes roses, c'est pour les filles, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Un peu triste, mais qui se retrouve régulièrement, quoi. Il y a plusieurs exemples qui étayent ça. Très content d'avoir bossé avec l'équipe de Kif qui sont des petits amours et des bons copains-copines et avec qui on s'est éclaté comme jamais, quoi. Et le jeu a bien marché, hein. Ça a été un beau succès, surtout en France, sur lequel, enfin en francophonie, sur lequel il a bien tenu. Ça a été compliqué de faire de l'export, pour le coup, parce qu'il y a plein de blagues, etc. Là, la version américaine, c'est marrant, elle arrive que maintenant, dans son édition, les deux jeux réunis, et j'espère qu'elle va fonctionner un peu. Une des premières localisations qu'on a eues qui m'avait fait mourir de rire, c'est qu'il y a une version chinois-taïwanais qui est arrivée assez vite, et il y a, comme c'est Pierrot qui fait les dessins en interne à Kif, on avait toujours dit, s'il faut changer des images, des trucs, faire des nouvelles cartes, on peut le faire. Et notamment, il y a une carte qui dit, à partir de maintenant, au lieu d'utiliser le mot carte, on utilise le mot choucroute. Et donc on avait envoyé un mail disant, peut-être c'est un peu trop régional, on peut changer la carte, quoi. Ils avaient dit, ah non, nous ça nous fait gaulerie. Et donc je suis pas capable de la lire, mais la carte existe, avec un petit astérisque qui renvoie à un truc. Et donc j'imagine qu'il y a marqué, à partir de maintenant, utiliser le mot choucroute, astérisque, la choucroute est un plat typique français, quoi. Et je l'ai jamais fait de traduire, il faudrait que j'essaye maintenant que les outils de On a tous reconnaissance envie de sont voir bons. une partie de personnes chinoises qui s'appelle disent Monique choucroute. et qui dit choucroute. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner, mais... Et pour boucler 2019, ça va être un scénario d'Unlock dans la boîte Epic Adventures. J'adore Unlock, en fait. Vraiment, je trouve que Cyril Demag a fait un boulot exceptionnel. C'est un système de jeu que j'apprécie énormément. Et avec Guylaine Didier et Gabriel Durnerin, du coup, on se chauffe un peu pour se dire vas-y, on essaye d'en faire un, ça peut être rigolo de proposer un scénario et de voir ce qui se passe. Derrière, c'est l'enfer. Ils ont un cahier des charges, ils t'envoient un Maintenant, kit, oui. comment ça fonctionne? Maintenant, oui, à l'époque, non. Ok. Et on a fait partie de ceux où on a beaucoup râlé sur certains aspects, on a beaucoup échangé avec eux plus que râlé sur ah, quand même, c'est dommage, il nous a manqué ça, ça aurait été bien, ça serait pas mal, guidez-nous un peu mieux. Notamment parce qu'il fallait à l'époque leur fournir un scénario pratiquement terminé pour qu'ils puissent l'observer, ce qui nous a pris un temps mais faramineux parce que à tester, on peut faire tester le même groupe qu'une seule fois. Il fallait simuler un peu l'application et personne dans notre groupe de 3 avait des capacités de code, donc on le faisait avec des papiers et nous qui faisions un peu le robot. Il fallait faire tout le graphisme, et le graphisme dans Unlock c'est hyper important, donc il fallait un peu bidouiller tout ça. Donc ça a été un boulot hyper long. On leur a soumis le scénario, c'est un peu parti dans les limbes pendant très longtemps, suffisamment pour qu'on oublie un peu que ça existe. Et soudainement, ils nous ont contactés en disant « Super, vous êtes dans la prochaine boîte, voilà, faut tout relire pour la semaine prochaine. » J'exagère un petit peu, mais pas très loin. Et donc on s'est relancé dans le projet, on a regardé, on a été vachement accompagné par les game designers en interne de chez Space Cowboy, qui mettent aussi les mains dans le cambouis, et puis le scénario est arrivé. Ce qui était chouette parce que c'est plutôt un scénario qui a été apprécié, on a eu des super retours. Donc c'était cool parce que c'était vraiment pas facile à faire, quoi. Vraiment on a galéré.
Et on a essayé plein de fois de faire d'autres scénarios qu'on leur a proposés, puis ça n'a jamais passé le cut. On n'est jamais allé au bout. On a failli y aller avec un scénario qui était plutôt rigolo dans un monde de sorcières, mais on a été cuté un peu au dernier moment avec un peu de tristesse. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à me relancer tellement c'est du boulot et tellement il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que si demain je me dis, je fais un nouveau jeu d'ambiance type fou, je vais peut-être le présenter à Kiff en premier, ils en veulent pas, je vais aller voir Cocktail, je vais aller voir Scorpion, je vais aller voir un peu tout le monde. Et idéalement, si j'ai pas trop loupé mon travail, je trouverai quelqu'un. Voilà, si je fais un unlock, je le propose à Space Cowboy, ils disent on le fait pas. Je peux pas aller taper chez quelqu'un d'autre en disant j'ai un scénario, genre c'est un peu unlock, mais vas-y, on peut changer un peu les trucs parce que ça ne marche que dans le système d'unlock. Ils ont beaucoup d'offres probablement, d'autant plus s'ils ont formalisé un peu le système maintenant et que c'est un peu plus facile, même si ça reste un gros boulot probablement, de bosser sur un scénario, ils sont victimes de leur succès aussi. Puis aujourd'hui, je vois aussi que je pense qu'on n'a pas les mêmes chemins de design et je trouve qu'ils sont assez protectionnistes de la mécanique centrale. Ils font des scénarios qui racontent un peu plus des histoires d'avant, mais qui sont plus thématiques que mécaniques. Là où moi j'aime bien les scénarios, c'était le cas dans Château Aventure, où il y a un grand twist. Et donc on prend un peu les mechas, on les tord un peu, on en fait un peu quelque chose d'autre. Et je trouve qu'Unlock va pas spécialement dans ce terrain-là, là où Exit de Inka et Marcus Brand essaye un peu plus d'amener des trucs un peu foufou, où tu te dis « c'était possible de faire ça, ok, trop bien ». Tu détruis le matériel, etc. Puis il se passe des choses un peu imprévues. Je trouve que les derniers scénarios d'Unlock sont plus « ok, ça me raconte une histoire qui est un peu plus construite, un peu plus chouette qu'avant, mais je suis un peu plus sur des rails, et moi ça m'intéresse un peu moins de développer des projets comme ça ». On a fini 2019, on s'arrête là pour cette première partie. Petite pause. On a encore beaucoup de jeux à traiter, donc on revient bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de la rétrospective Théo Rivière. Ko-fi.com/Fruits du jeu si vous voulez soutenir mon travail. À bientôt pour la suite. Théo, nous on reste ensemble. On a encore des choses à dire. À bientôt, ciao. Bisous.